Hello, hello, bonsoir tout le monde. Eh bien, me revoilà pour un nouveau podcast. Alors, je vous avais en fait averti il y a quelques jours, je crois que c'est hier, du sujet du nouveau podcast. Donc là, je le fais ce soir, posément, tranquillement, bien assis, au calme, avec une température un peu plus basse le soir, avec les fenêtres fermées, tranquillou. Voilà, on commence tout doucement à rentrer dans l'automne, mais ce n'est pas le sujet du soir. Bonsoir. Donc, le sujet c'est: êtes-vous prêt à parler de vos plus sombres parts d'ombre à votre flamme jumelle? Voilà le sujet du soir. Alors, pour ce faire, je vais vous raconter en fait euh, deux histoires m'appartenant, donc mon histoire, donc deux parts de mon histoire personnelle que je souhaite partager avec vous ce soir, mais que j'avais déjà en fait annoncé et partagé il y a à peu près 2 ans. Là, c'était la période où je vomissais tout en fait pour me débarrasser de choses et tout, etc. C'était vraiment naturel. Hein. Avant, j'avais tellement peur d'en parler. Mais il y a 2 ans, en fait, j'en ai parlé très librement, tranquillement sur Facebook. C'était en direct. La vidéo est encore sur ma page Facebook. Donc il y a 2 ans, je crois que c'était au mois de mai. Et je parlais en fait de deux aspects de ma vie les plus sombres. Alors c'est pas deux aspects, je dirais que c'est deux faits, enfin deux parts d'histoire les plus sombres de ma vie. Et là, je vais vous en parler ce soir. Pour vous partager ça, alors tout simplement parce que parler de tout ça à sa flamme jumelle, sachant que sa flamme jumelle, en fait, c'est vraiment, enfin, la flamme jumelle, c'est vraiment. Alors j'utilise ce terme. Après, c'est vraiment, voilà. Pour moi, ça n'a pas d'importance. J'y accorde pas d'importance. Je m'identifie pas à ça, mais j'utilise ce terme pour situer le type de personne que vous avez en face de vous. Euh, une flamme jumelle, en fait, si vous voulez, c'est votre miroir parfait. Et elle détecte tout de ce que vous êtes ou ce que vous avez fait. Elle va le ressentir. Donc si vous mentez, elle va le savoir. Et il se trouve que ces deux parts d'histoire de moi, enfin ces deux parties d'histoire de moi, j'avais énormément de mal, j'ai eu beaucoup de mal à en parler à Valérie. D'ailleurs, je n'en ai jamais parlé. Je l'ai suggéré, en fait, un jour, je lui ai dit, écoute, un jour, je te raconterai euh, une partie de mon histoire, et tu te diras, ouais, bah non, non, pas lui, quand même, non, bah pas du tout, ça n'a rien à voir et tout. Et à partir de là, elle m'a regardé, comme ça, on était sur son lit chez elle, en fait, assis. Alors moi, j'étais assis et elle était un petit peu allongée, et elle m'a regardé comme ça, mais sans rien dire, vraiment avec les yeux fixes. Alors je vous rappelle quand même qu'elle a les yeux verts transparents. Donc croyez-moi que lorsque elle vous regarde, c'est très profond. En fait, c'est très très profond. Donc voilà. Donc ce qui veut dire que quand vous captez son regard, en fait, elle a déjà lu votre âme et elle sait déjà à peu près ce que vous pourriez lui dire. Sauf que moi, je savais absolument pas quelle réaction elle allait avoir et c'est de ça dont j'avais peur à ce moment-là. Donc on est en novembre 2019. Alors ça, c'est la peur que j'ai eue, voilà, de me raconter en fait. Alors, je vais faire une petite aparté par rapport à beaucoup de personnes en fait qui parlent de flammes jumelles sur YouTube sans apporter de critique ni de jugement, simplement en fait relever un petit peu les faits. Euh, ce qui m'interpelle très souvent, c'est qu'en fait les personnes, alors elles expliquent très très bien pour la plupart ce qu'est une flamme jumelle, son rôle, ce pourquoi elle est venue, ce pourquoi nous on est là, etc. Blablabla.
Le truc, c'est que là où ça m'interpelle, c'est qu'elle ne se raconte pas elle-même, hein, ces personnes. Elles ne se racontent pas dans les parties les plus sombres d'elles. Elles vont aller sur la partie contrôle, sur la partie possession, sur la partie... voilà. Je dirais que c'est plus une partie surface quelque part, même si c'est la part sombre, mais c'est plus une partie surface que le lambda en fait peut faire. Euh, ouais, je suis en train de bailler. Les nouvelles énergies sont en train de rentrer. Moi, je me sens super serein là depuis 2 jours, depuis 24 heures. Alors, non pas que je l'étais pas avant, mais c'était super chargé au niveau énergétique. Donc du coup là, je me sens vachement plus léger, comme si que je m'endormais en fait, comme si je m'endormais dans du coton. Voilà. Donc voilà comment je me sens là maintenant. Donc voilà, les énergies sont plus douces, mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, donc moi en fait je préfère me raconter à travers l'histoire de Flamme Jumelle que plutôt de m'identifier en fait à Flamme Jumelle, au nom de Flamme Jumelle, et de me raconter en fait en surface, en parlant de part d'ombre, en fait en surface, que tout le monde peut posséder, que tout le monde peut avoir, même hors couple Flamme Jumelle. Voilà, en couple 3D. Donc moi, je préfère me raconter en profondeur, vraiment dans des parts sombres, les plus sombres en fait que j'ai pu avoir et que j'ai eu du mal en fait à raconter à Valérie. Mais par contre, si un jour je la vois, j'aurais aucune hésitation en fait à lui raconter. D'une part, parce que j'ai dépassé cette peur. Deux, je l'ai raconté il y a 2 ans, très librement. J'étais en balade dans la nature et je l'ai raconté. Et là, je vais vous la raconter. Je vais vous raconter voilà, ces deux parts d'histoire dans ma vie. Alors, la première, et vous allez voir, en fait, je vous laisserai après comprendre par vous-même et de vous regarder vous-même à travers mon histoire et à travers votre propre histoire, afin de voir, en fait, à quel niveau vous en êtes de vos peurs et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour dépasser ces peurs, pour raconter qui vous avez été, qui vous êtes en fait dans vos parts sombres que vous avez fait, que vous avez voilà, mis en pratique, on va dire. Ouais, je sais pas trop comment, je sais pas trop quel mot attraper là, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, hein, moi je prévois rien, je calcule rien, c'est vraiment spontané, naturel. Il n'y a pas de script, il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas de voilà, je me plante, je me plante, je me plante pas, je me plante pas. Les deux pour moi ils sont ok, c'est pas grave. Au contraire, moi je vous ai dit, hein, mon fil conducteur, moi pour vous, pour moi c'est vraiment de me raconter en fait tel que je suis, en fait sans préparation. Du coup, pour vous, bah, ça vous donne le côté humain, le côté voilà, auquel vous pouvez vous identifier dans ce dans quoi vous pouvez vous planter, ne pas vous planter, etc. Voilà, ça vous donne le côté humain quand je ne prépare pas en fait les choses. Allez, on y va. Là, ça fait 9 minutes. Je vais vous raconter la partie avec ma maman. Euh, voilà, quand j'étais petit, entre, on va dire, allez, 7 ans, ouais, 7 ans et 15 ans, c'est la partie, en fait, alors il y a eu les deux, il y a le côté lumineux et sombre, mais je vais vous raconter le côté sombre. Ma maman, en fait, c'est quelqu'un qui a été diagnostiqué bipolaire quelques années après, hein, quelques années après mes 15 ans. Mais pendant toute cette période-là, en fait, j'ai vécu en fait de la violence de sa part, mais de la violence vraiment. Voilà, il y avait mon père aussi, mais là je vous parle de ma maman en particulier parce que c'était vraiment là où c'était le plus fort. J'en faisais des cauchemars, j'en faisais pipi au lit, j'en avais peur, je me cachais sous ma couette, j'avais toujours l'impression qu'elle était au-dessus de moi. Donc en fait, voilà, elle me frappait, mais elle me frappait très très fortement.
Ma mère de corpulence, c'est quelqu'un qui est assez forte et qui a des mains qui sont aussi épaisses que mes pieds, ou que des pieds. Voilà. Il y a des personnes qui ont des pieds fins, mais il y en a d'autres qui ont des pieds super épais. Et en fait, ma mère, elle avait vraiment des mains de maçon, quoi. Donc imaginez le poids qu'elle a dans ses mains. Et imaginez les bras qu'elle peut avoir. Ses bras, c'était mes cuisses, quoi. C'est mes cuisses. Donc faut juste imaginer, en fait, la carrure. Et en fait, ma mère, en fait, elle passait son temps, en fait, à déverser sa colère et sa violence, en fait, sur moi, pour tout et n'importe quoi. Ça pouvait être parce que j'avais pas fini mon assiette, comme ça pouvait être parce que j'avais pas rangé une paire de chaussures, ou parce que je dormais pas, ou peu importe, voilà, peu importe les raisons, en fait, c'était toutes les raisons et rien du tout à la fois. Voilà. Donc en fait, c'était des coups sur la tête, c'était mais des coups très très forts quand j'étais de dos, ou alors de face, quand je mangeais, bah, j'avais pas très faim, donc du coup, hop, ça me mettait des claques, mais des claques de bonhomme, quoi, des claques genre dans une fête foraine où il y a le ballon là, où on met un coup de poing dedans, quoi. Et le truc qui fait bah moi c'est ma tête qui faisait voilà. Donc, vous voyez, comme dans les dessins animés avec les étoiles et tout, l'autre, quand il prend un coup dans la tronche, il y a les étoiles, l'autre, il a les étoiles dans la tête, et hop, il tombe. Voilà, bah moi, c'était ça. Moi, j'avais la tête complètement sonnée, quoi. Tel un boxeur, j'étais, voilà, dans un combat de boxe, là, c'était chaud. Donc voilà, ça, c'était ma maman, en fait, à l'époque. Les comportements de ma maman qui étaient très, très violents. Et donc ça pouvait se faire aussi devant l'école, devant tout le monde. Donc en fait, imaginez-vous donc toutes les blessures, hein, humiliation, abandon, trahison, rejet. Enfin, dedans, dans ces comportements, il y avait tout. Hein. Il y avait tout vis-à-vis de moi. J'ai vécu toutes les blessures à ce moment-là, hein, tout en même temps. Hein. Il y avait pas, ah ouais, il manquait rien. Franchement, il manquait rien. Voilà, tout le monde était devant, hein, la billetterie était complète, la salle était complète, hein, le spectacle pouvait commencer. Voilà, c'était un véritable spectacle. Et donc imaginez-vous, en fait, de ma hauteur de mes 7, 8 ans jusqu'à 15 ans, ce que ça peut donner, en fait, dans le monde d'un enfant, ce qu'il peut ressentir, en fait, par rapport à tout ça, alors que les parents, en fait, sont censés, en fait, donner de la sécurité, de l'amour, la tendresse, la douceur, tout ça. Donc imaginez-vous, moi, mon niveau d'insécurité, mon niveau de trahison, d'injustice, d'humiliation et tout, à ce moment-là. Mon père, après, derrière, qui rajoutait certaines couches, parfois, hein, ça arrivait. Donc voilà, donc il y a eu cette partie-là. Et à 14, 15 ans, j'ai commencé à me rebeller. Et c'est là où la partie sombre, la partie la plus sombre de moi, en fait, qui a été révélée par ma maman, même si c'était pour me défendre, même si c'était pour me protéger. Donc là, j'étais dans mon ego, en fait, qui me protégeait dans mon intégrité physique. Parce que l'ego, en fait, on en a besoin, c'est pas un ennemi. Il est là pour protéger à la base, en fait, l'intégrité physique de la personne. Et là, moi, j'étais en plein dedans. C'était ça où, en fait, je pouvais carrément mourir. Donc c'est très, très important. Il faut savoir aussi que ma maman, en fait, au niveau part sombre, il y a une partie, en fait, enfin, quand j'avais, je crois, je devais avoir 2, 3 ans, elle m'a raconté, en fait, elle a failli me noyer, en fait, elle m'a mis dans un lavabo, en fait, elle a failli me noyer, elle a failli me tuer. Donc, en fait, j'ai failli mourir, en fait, je sais pas combien de fois. Donc, je suis toujours là et je suis en train de nous faire un podcast, donc c'est quand même génial. Mais ça m'a amené justement à d'autres comportements plus tard. Et vous allez comprendre. Donc là, à 14, 15 ans, je commence ça monte depuis des années, ça monte, ça encaisse, ça monte. Et j'arrive à cette période-là, des 14, 15 ans, de mes 14, 15 ans, et là, je me rebelle, et là, c'est moi qui me retourne vers ma mère, vers ma maman. Et là, c'est moi, en fait, qui me met à la frapper. Donc ça commence par des coups de pied, ça commence par des gestes, hein, de loin, comme ça, hop, ne me touche pas, attention, etc.
faire peur et tout ça, pour mettre à distance. Et à un moment donné, c'est vraiment parti, parce qu'à un moment donné, quand je prenais des coups, bah, du coup, là, c'est parti. Et c'était soit moi, soit j'allais mourir, ou être blessé gravement, ou en tout cas important, avec des blessures importantes, ou j'allais mourir. Donc en fait, imaginez-vous dans la tête d'un adolescent de 14-15 ans, à ce moment-là, dans son monde, dans quel état il peut être émotionnellement. C'est tout ou rien en fait. C'est soit voilà, il subit, soit à un moment donné, il se dit vraiment, il a très peur et il se dit, voilà, je vais mourir. Et moi, c'était mon cas. Pour moi, j'allais mourir. Donc du coup, l'ego qui lui est là pour protéger l'intégrité de la personne, là, hop, il prend le dessus. Donc là, boum, je m'y mets. Et là, donc je frappe ma maman. Et là, ça part dans tous les sens, quoi. Ça a des coups de pied, des coups de poing dans le ventre, dans la tête, dans les épaules, enfin un peu partout, quoi. Donc c'est ma maman. Mais à ce moment-là, dans ce moment, dans l'instant T, je suis en train de mourir. Donc j'ai plus de notion en fait de c'est ma maman, c'est pas ma maman, qui est cette personne. Je n'ai plus cette notion-là à ce moment-là. Je suis dans un tel niveau de peur, un tel niveau d'insécurité, qu'en fait là je suis dans l'irrationnel total. Enfin je suis dans l'irrationnel oui d'un côté, et dans le rationnel, c'est-à-dire que quelque part en fait je vais mourir, donc je me défends. Et, euh, et en même temps je suis dans le reptilien. C'est-à-dire que là je suis en mode survie. Donc voilà dans quel état émotionnel je suis à ce moment-là. Et là, en fait, ça a duré sur quelques années. Hein, ça a duré ouah, deux, 3 ans successivement. Alors c'était pas tout le temps, c'était pas permanent. Mais dès qu'il y avait ce genre de situation, c'était de plus en plus régulier. Ah, ça pouvait être simplement sur le fait qu'elle arrive dans ma chambre et qu'elle me laisse pas en autonomie, qu'elle arrive dans ma chambre et qu'elle passe l'aspirateur alors que je dormais. Parce que il m'arrivait de travailler en fait là, à ce moment-là, je crois que ouais, moi j'allais à l'école. Donc en fait, il y a des jours où j'étais de repos, où j'avais pas d'école, et en fait, je dormais le matin. C'est normal, on est des enfants, on est des ados. Donc en fait, quand il n'y a pas d'école, en fait, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. Et il lui arrivait très souvent de rentrer et de passer l'aspirateur pour me réveiller, pour m'embêter tout simplement. Et elle m'a expliqué beaucoup plus tard, en fait, pourquoi elle a fait tout ça, hein, et pourquoi elle m'embêtait comme ça. Hein. Elle voulait pas me laisser vivre, parce que elle a vécu la même chose, en fait, dans sa vie, tout simplement. Donc voilà, ça c'est une part de mon histoire. Donc mes comportements, bah, du coup, en fait, voilà, ils se sont calmés après, beaucoup plus tard. Et après, bah, dans mes couples, bah, vu les comportements que j'ai eus avec ma mère, je retrouvais des compagnes en fait du même type qui me poussaient à bout, qui me poussaient dans mes limites. Et du coup, j'avais les mêmes comportements à un moment donné quand j'arrivais pas à me faire comprendre. Bah, du coup, j'en arrivais à des violences physiques. Donc là, je tapais. Alors après, c'était c'était comment dire des coups voilà, c'est des coups de pied, des poussades. Voilà, en fait, pour écarter la personne de moi, mes compagnes de l'époque, c'était pour les écarter de moi et pour arrêter le conflit. C'est le truc que j'avais trouvé, en fait, à ce moment-là, de protection de l'ego. C'était le seul moyen de protection pour moi à ce moment-là, parce que je n'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui, et je n'avais pas les ressources que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai fait ce que je peux de mon mieux et j'ai fait du mal à des personnes et je me suis fait du mal et ces personnes m'ont fait du mal également. Donc en fait voilà, on est dans un niveau émotionnel à ce moment-là qui est complètement irrationnel, qui est complètement dépourvu d'intelligence et puis de cœur, d'amour, tout ça. C'est vraiment voilà, je me démerde comme je peux, je fais ce que je peux et puis ça part dans tous les sens. Donc voilà, ça c'est une des grosses parts sombres de moi. Donc voilà, donc ça c'est cette partie-là qui s'est arrêtée après à peu près en 2000, 2008. Ouais, 2008, 2009, un petit peu avant, un petit peu avant.
un petit peu avant tout ça s'est arrêté, en fait. Après, je disais plus rien, je faisais plus rien. Même si ça allait loin, en fait, je laissais faire, je disais rien, il n'y avait pas de coups, il n'y avait pas de violence. Donc j'avais déjà calmé tout ça. Puis je voyais à l'époque plusieurs thérapeutes, au fur et à mesure des années, entre 90 et 2000, 2005, 2010. Je voyais des thérapeutes, tout ça, qui à chaque fois me racontaient la même chose, hein. Ils me disaient, oui, effectivement, vous avez ces parts-là, mais en fait, vous avez cette force et des failles, en fait, à régler. Et vous avez une grande force, mais vous avez des failles. Et donc, du coup, il me dit, mais sinon, il me disait, sinon, il y a rien de grave. Enfin, il n'y a rien vous n'êtes pas malade, en fait. Parce que moi, j'avais tellement peur, en fait, d'être malade, parce que tout le monde me disait, t'es un malade, t'es un malade. Du coup, moi, je voulais aller voir si j'étais malade. Donc, j'étais quelque part en conscience, parce que quelqu'un qui est malade et qui est dans le déni, il ne va même pas aller voir un thérapeute, il va même pas se dire, ah ouais, bah, je dois être malade. Oh, pardonnez-moi, je dois être malade, je vais aller voir un thérapeute. Moi, j'étais carrément volontaire pour y aller. Donc, à chaque fois, on me sortait la même chose. Même des psychiatres, j'en ai vu et tout, hein. Ils me disaient la même chose. Donc voilà, ça c'est une de mes parts. Bon, après, depuis, hein, je suis allé voir ma maman, on s'est pardonné tous les deux mutuellement, là. Déjà en 2010, on avait déjà discuté de tout ça. Après, elle a recommencé à avoir des comportements vis-à-vis de moi, de contrôle, tout ça. Donc j'ai dû m'écarter d'elle pendant 6 ans, jusqu'en 2019, jusqu'en 2020. 2020, elle m'a rappelé. Et puis là, on s'est vu après au mois de février 2021. Et puis là, vraiment, c'était vraiment la guérison totale pour moi et la réconciliation totale avec les femmes, en fait, à ce moment-là. Alors déjà, j'avais plus de violence avant, physique, mais c'était la guérison totale. C'est-à-dire que ma mère, c'était la dernière personne que je devais affronter dans mes peurs. Euh, dans la pire peur que j'avais, en fait, c'est par rapport à ça, et de me réconcilier, en fait, avec l'ensemble des femmes. Et donc, c'est marrant parce que depuis en coaching ou en consultation, j'ai énormément de femmes qui viennent me voir. Et en même temps, quelque part, en fait, bah, moi, ma mission, quelque part, c'est aussi de réconcilier ces femmes avec leur part masculine, donc avec les hommes. Et du coup, en fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit à travers mes consultations, mais c'est incroyable, vous m'apaisez, je me sens apaisé avec vous, je me sens en sécurité, je me sens pas du tout en prison, je me sens libre avec vous, je me sens bien. Et c'était cool d'entendre ça parce que du coup, bah, ça me permettait en fait de savoir qu'effectivement, en moi, il n'y avait plus tout ça, quoi. Et c'est génial, moi je suis très heureux de ça, de pouvoir m'apporter ça à moi-même et de pouvoir apporter ça à ces femmes. C'est la réconciliation totale, c'est le sacre, enfin, je suis très heureux de ça. Donc voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, dans les comportements que j'ai pu avoir, c'était des comportements de sacrifice et de destruction, d'autodestruction. À quel point j'en suis arrivé et là où ça m'a amené. Bon, ceci dit, toute cette période-là, elle m'a amené après à Valérie, hein. Donc en fait, si j'avais pas vécu ça, peut-être que je n'aurais pas à ce moment-là rencontré Valérie, je ne sais pas. Bon. Entre 2011 et 2013, j'ai commis des faits. J'ai commis des faits répréhensibles en fait par la loi. Alors en 2011, en fait, j'étais plus avec ma compagne de l'époque, Stéphanie. Entre 2009 et 2011, on était ensemble avec Stéphanie à Paris. Et en 2011, on se quitte. En fait, elle me quitte. Elle peut plus en fait rester avec moi. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a rien eu avec elle, du tout même. Mais par contre, au niveau verbal, c'était vraiment, je la poussais, quoi. Je la poussais parce que, voilà. Je la poussais, en fait, par rapport à des situations de vie quotidiennes, tout ça. Et du coup, pour elle, à un moment donné, c'était plus possible parce qu'en fait, elle se sentait pas à la hauteur. Elle se sentait vraiment pas à la hauteur. Pourtant, voilà, il n'y avait pas de rabaissement, il n'y avait rien. Bien au contraire, moi, c'était vraiment pour l'élever. Mais elle n'avait pas envie. Donc du coup, elle a fini par me quitter et elle est partie et elle a quitté donc son appartement. Donc moi, je devais quitter l'appart et du coup, je me suis retrouvé sans appart.
Donc là, en fait, je me retrouve, j'appelle un pote. Alors, je m'achète une voiture entre-temps, parce qu'en fait, avec Steph, j'avais jamais réussi à acheter une voiture. Et là, j'achète une voiture, en fait, donc là, je me retrouve véhiculé, donc ça, c'est plutôt cool. Et donc là, j'ai un pote, en fait, qui habite à Montrouge, et qui me dit, écoute, je peux te loger, en fait, en attendant que tu aies un appart et tout, etc., et que tu trouves un boulot, et puis voilà, et puis ça sera cool, et puis voilà. Donc là, en fait, bah, c'est cool, je me retrouve à Montrouge chez mon pote, et en fait, un matin, bon, j'avais garé ma voiture, en fait, sur son parking privé dans la cour, là. Et en fait, moi, j'avais garé mon véhicule normalement, sauf que une personne, en fait, est venue se garer. En fait, non, moi, je me suis garé après cette personne-là. Et en fait, cette personne, elle s'est garée d'une manière où, en fait, elle s'est coincée toute seule. C'est pas moi qui l'ai coincée, elle s'est coincée toute seule. Elle n'était pas sur la bonne partie du parking, en fait. Donc, en fait, elle s'est coincée toute seule. Et en fait, un matin, en fait, j'entends klaxonner, klaxonner et tout, j'entends klaxonner. Et je regarde à la fenêtre, mon pote habite au rez-de-chaussée, donc je regarde à la fenêtre et j'ai vu sur le parking. Et là, en fait, je vois la personne en fait qui klaxonne, qui est à côté de ma voiture. Donc en fait, je vais le voir en fait pour l'aider, pour voir ce qui se passe et tout. Et là, il me dit, oui, c'est à vous la voiture. Je dis, bah écoutez, oui, qu'est-ce qui se passe et tout, dites-moi, je peux vous aider. Et il me dit, ouais, mais c'est pas normal, ouais, vous me gênez là, je peux pas partir au collège, enfin, je sais pas quoi, il devait partir au travail, je sais pas trop quoi. Et là, en fait, il s'approche de moi, il a la main dans la poche et je sais pas en fait ce qu'il a. Il est très nerveux, il est très en colère, il est assez costaud et je sais pas ce qu'il a dans la poche. Et il s'approche de moi. Et en fait, il faut savoir que moi, à cette époque-là, j'avais un tonfa. J'avais un bâton de défense, en fait, ce qu'on appelle un bâton de défense, un tonfa. C'est les bâtons de défense de police, en fait. C'est les matraques, en fait, avec une poignée. Hein, ça fait un T, ça fait un espèce de T sans la deuxième barre. Donc il y a une poignée, en fait, et on peut balayer comme ça devant. En fait, c'est une matraque de police, en fait, que j'ai dans le coffre de ma voiture. Et là, en fait, moi, je prends peur à ce moment-là. Je me dis, bon, bah, je sais pas à qui j'ai affaire. Je sais pas qui est cet homme. Il a la main dans la poche. Donc, en fait, je m'approche de mon coffre et j'ouvre mon coffre et je prends mon bâton de défense. Vraiment pour juste faire un balayage, en fait, et le mettre à distance de moi, en fait. Pas le frapper, mais le mettre à distance. Donc, c'est ce que je fais. Je mets le bâton dans mon dos. Et au moment où il continue à s'approcher de moi tout en étant en colère verbalement et physiquement, il a sa main dans la poche. En fait, je ne sais pas en fait s'il a un couteau ou une arme, ou j'en sais rien, je ne sais pas. Donc en fait, par précaution, là je sors le bâton et là je balaye en fait. Je balaye devant moi. Et là il se recule. Et il y a un petit trottoir derrière en fait. Donc il glisse sur le trottoir, il bascule sur le trottoir, il tombe sur les fesses, il se fait mal. En tout cas, c'est ce qu'il croit. En tout cas, c'est ce qu'il fait croire. Euh, Parce qu'à la base, en fait, il n'a pas du tout mal. Hein. Mais ça, il le dira à la police, en fait, après. Et je lui dis, écoutez, ça va, vous allez bien et tout. Ouais, monsieur, ouais, mais vous m'avez tapé, vous m'avez fait mal, vous m'avez fait mal. Je dis, ok. Je dis, écoutez, moi, j'appelle les pompiers et la police. Donc c'est ce que je fais, j'appelle les pompiers et la police, et je sais très bien à quoi m'attendre, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'était vraiment par rapport à lui, en fait, pour qu'il se dise, bah moi je suis en face de lui, il prétend que je l'ai blessé, donc à lui de voir, en fait, s'il va assumer jusqu'au bout, en fait, lorsque la police et les pompiers seront là. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il fait. Mais par contre, il se pose effectivement en victime. Il dit que je lui ai fait mal, etc. au départ. Donc les pompiers le prennent en charge dans le camion. La police m'interroge, me parle de mon bâton de défense, donc je leur donne, ils me le confisquent. Et là, ils me disent de venir avec eux et je vais au commissariat de Nanterre, non, de Montrouge, pendant 3-4 heures, je crois. Alors, il n'y a pas de garde à vue, en fait, pas du tout, c'est une simple audition. Hein. Donc, en fait, lorsque vous n'êtes pas en garde à vue, c'est qu'en fait, il n'y a rien. Sinon, vous êtes en garde à vue pour des coups et blessures volontaires ou involontaires, par défense ou quoi, peu importe. Vous blessez quelqu'un, vous êtes en garde à vue. Là, il n'y en a pas. Donc là, en fait, ce monsieur, il dépose une plainte
Et le policier, en fait, il me dit, écoutez, ça va pas aller loin, il a rien, il nous a dit qu'en fait, il avait rien, qu'il avait eu mal sur le coup, mais il a rien, il se sent pas blessé. Il veut porter plainte, mais ça n'ira pas loin, parce que s'il n'y a pas de blessure ou d'ITT, ça va pas aller bien loin. Tout au pire, un rappel à la loi. Bon, il se trouve que moi, j'avais pas d'antécédent vis-à-vis de ça. Même si, par rapport à ma mère, effectivement, ma mère était déjà allée au commissariat pour se plaindre, etc. J'avais déjà été convoqué, mais il n'y a rien eu, quoi. J'étais jeune et tout, donc en fait, il n'y a rien eu. Après, bon, je vais pas raconter l'histoire que moi, je suis pas allé au commissariat pour aller me plaindre de ma maman qui me frappait à mort jusqu'à presque à en mourir. donc, euh, donc voilà. Après mon histoire, elle est rigolote un petit peu quand même, hein. C'est que en fait, moi, j'ai vachement subi, mais quelque part, en fait, beaucoup de gens en face, en fait, allaient se plaindre. Mais moi, en fait, je faisais pas grand-chose. Je me plaignais pas, pourtant, je ne sais pas qui a pris le plus, en fait, au niveau des coups. Mais ça, c'est pas grave. Euh, du coup, là, je sors du commissariat, le policier me dit, bah, écoutez, voilà, il va rien avoir, ça va pas aller plus loin, pas d'inquiétude, machin, puis de toute façon, on vous tient au courant. Voilà, les énergies sont en train de monter, là, les nouvelles énergies sont en train de monter, je suis en train de bailler, c'est chaud. J'ai jamais baillé, moi, à cette heure-là, chez moi, là. Depuis que je suis dans mon appart, là. À cette heure-là, j'ai jamais baillé comme ça, autant comme ça. Pourtant, j'ai pas une fatigue particulière. Donc voilà, bref. Donc là, en fait, le policier me dit tout ça, je sors, je rentre, on en discute avec mon pote, là. Et puis voilà, l'histoire se passe, ça se tasse, j'ai pas de nouvelles, j'ai rien. Bon. Et à un moment donné, donc là, je continue dans les faits. Je déménage, j'arrive à trouver un appartement. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. J'obtiens un appartement, mais pas légalement. C'est-à-dire qu'en fait, mon pote, il est ingénieur, il gagne 4000, vraiment 4000 euros par mois en banlieue parisienne. Il gagne très bien sa vie. Et il se trouve que moi, en fait, je lui dis, écoute, file-moi tes fiches de paye. Je vais prendre Photoshop chez Transform parce que vu ma situation financière et professionnelle, ça ira pas bien loin. J'obtiendrai pas d'appartement et j'ai vraiment envie d'avoir un appartement. Donc là, il me file ses fiches de paye. Il y a une copine en fait qui me prête Photoshop, le logiciel que je télécharge sur mon ordi de l'époque. Et en fait, je transforme les fiches de paie, je mets mes coordonnées bancaires dessus. Non, je mets mon nom dessus, mon adresse, mon numéro de sécurité sociale. Enfin, je change les informations importantes. Et après, je fais plusieurs photocopies pour que ce soit plus clair et qu'on ne voit pas les traces de transformation. Et puis là, bah, du coup, en fait, je contacte plusieurs propriétaires qui me proposent des appartes. Vu le salaire, j'avais aucun problème pour trouver. Ceci dit, en fait, c'était pas légal, mais en fait, j'avais aucun problème à trouver comme quoi qu'effectivement, ils se fiaient au salaire et pas en fait à juste, voilà, quelque chose par rapport à l'aspect humain, quoi. Et je peux les comprendre quelque part, parce qu'en fait, eux, ce dont ils ont besoin, c'est vraiment de rentrer dans leurs frais et de rentrer des loyers. Donc je peux comprendre, mais c'est pas parce que vous gagnez 4000 euros qu'en fait vous êtes un bon payeur. Vous n'avez qu'à regarder l'État. Dans certaines institutions, il y a des logements qui sont gratuits pour certains fonctionnaires, et parfois il arrive qu'en fait l'électricité ne soit pas payée en temps et en heure. Donc après, ben, ça c'est encore autre chose. Donc c'est pas forcément celui qui gagne 4000 euros qui est un bon payeur. Donc en fait, il y a un propriétaire qui me contacte au mois de décembre 2011. Et alors, il faut savoir que chez mon pote, j'y étais depuis septembre 2011. Voilà. Donc là, le propriétaire, en fait, me contacte. Non, j'étais chez lui de octobre à décembre. 3 mois, j'étais chez lui. Il me contacte au mois de décembre et il me dit voilà, venez le visiter, tout ça. Je le visite et tout, il est super bien. Et c'est dans le 94, à Thiers, à côté de Créteil.
Et en fait, là, bah, je lui dis, écoutez, il me plaît bien, il est super bien, c'était un T2, super bien, avec une grande chambre, une belle chambre avec une terrasse en plus. Alors c'était dommage à l'époque parce que la terrasse, en fait, elle est dans la chambre, mais elle est pas dans le salon, ce qui était dommage, mais bon, c'est pas grave, l'appartement, il est comme ça, et voilà, c'est pas grave. Donc voilà, en fait, il me plaît, bah, il me dit, écoutez, je vous recontacte, j'ai 2 personnes dessus et tout, etc. Et le 24 décembre, alors on est, je sais plus combien, on est à peu près mi-décembre, je crois, ça, cette période-là, là. Et il me contacte le 24 décembre, il me dit, écoutez, si vous le voulez, l'appartement, il est à vous, les gens se sont désistés. Oh, moi, j'étais content, moi. Alors, j'étais content, oui, c'était pas légal, mais quelque part, j'étais content. Voilà. J'avais un appartement, c'était cool, le 24 décembre, en plein réveillon de Noël, c'est génial, quoi. Donc, j'étais content et tout, voilà. Et donc, en fait, il m'appelle, voilà, je vais là-bas le 24 décembre, on signe les papiers, moi, j'arrive en costard, je fais semblant. J'arrive en costard et tout pour faire genre, je suis ingénieur, je gagne 4 000 euros. Alors qu'en fait, je gagne que dalle. Je suis à peine au RSA et encore, je crois qu'à ce moment-là, je l'avais même pas, je crois, je sais même plus. Si, je crois, je sais plus. Enfin, ouais, je crois que je l'avais à ce moment-là. Je n'avais pas la CAF et tout. Je voulais faire, moi, le business, c'était que je voulais en fait, demander l'APL, en fait, la CAF, la location logement. Et comme ça me payait en fait une partie du loyer et je pouvais me démerder pour payer le reste. C'était pas un problème. Sauf qu'en fait, ça s'est pas passé comme ça, en fait, les gars. Ça s'est pas passé comme ça, en fait, du tout. Donc ça, voilà, en même temps, je vous en parle parce que ça aussi, c'est l'ego. Alors, j'étais très égotique à ce moment-là, évidemment. C'est très égotique et très dans le mental parce que on a un fil conducteur, on a un truc, on veut que ça se passe comme ça, on croit que ça va se passer comme ça et ça se passe pas comme ça. Et là, l'ego, en fait, il se dit, merde, mais putain, comment je fais? Merde, putain, ça se passe pas comme ça. Bon, je vais vous raconter après la suite. Et là, en fait, bah, du coup, je signe les documents, je rentre dans l'appartement, j'appelle des copines, des 2 copines que j'adorais à l'époque, que j'appelle, elles me disent, écoutez, bah, écoute, bah, on vient et tout, on vient t'aider pour faire un peu de ménage et tout, puis pour t'installer, quoi. Donc, elles viennent m'aider et tout, et moi, je m'installe, en fait, le lendemain dedans. Bon, à ce moment-là, je sais même plus où j'étais. Ah si, j'étais chez mon pote. Donc je suis retourné une dernière nuit en fait chez mon pote, prendre le temps. Et en fait, le lendemain après, je m'installe. C'était un dimanche. Ah, je sais plus. Ouais, non, bah, c'était le 25 décembre. Mais c'était voilà. Et j'avais acheté en fait le jour même, hein, le 24. Le 24, j'avais acheté en fait des trucs. J'avais acheté un. Ah non, non. C'est le jour même en fait que je dors dedans. Non, je suis pas retourné chez mon pote. Non, je suis retourné le voir pour discuter avec lui chez lui, mais je suis pas retourné en fait dans son appart pour dormir. Non, ce jour-là, le samedi, en fait, j'ai acheté un matelas à Ikea qui était juste un peu plus haut. J'ai acheté un matelas, une télé. Ah oui, je vous ai pas raconté, je vous raconte, les gars. Je vous raconte, tout le monde. En fait, quand j'ai eu l'appartement, avant d'avoir l'appartement, donc j'ai fait les documents, tout ça, les faux documents et tout ça, les fiches de paye, quittance EDF, tout le bordel, j'ai tout changé sur moi. À mon nom, j'ai mis les coordonnées bancaires sur la quittance EDF, tout ça, machin, voilà, pour une preuve de je sais plus quoi d'ailleurs. Et en fait, je fais une demande de prêt en fait auprès de la Poste. Et je fais deux demandes de prêt en fait de 6 000 euros. Donc je me retrouve avec 12 000 euros de prêt et la Poste en fait m'accorde ce prêt avec des fausses fiches de paye. Donc en même temps, moi je suis dans l'illégalité totale, mais en même temps ça met en lumière en fait l'incompétence en fait de certaines personnes qui sont pas en capacité en fait de vraiment vérifier si ces documents sont authentiques ou pas. Et si c'est viable et faisable, en fait, pour prêter de l'argent à quelqu'un. Donc ça met en lumière les failles, en fait, d'un système et d'une entité, en fait, d'une enseigne. La Poste, qui a des gens, en fait, à cette époque-là, en fait, qui n'étaient pas en capacité de vérifier correctement et de faire leur travail entièrement. Parce que si on m'avait dit non, j'aurais pu comprendre qu'en fait, soit ils ont détecté quelque chose, soit c'est non, pas pour autre chose. Là, j'ai eu un accord de près de 6 000 euros.
Donc moi, je me retrouve à donner la caution au propriétaire, je me paye des meubles, je me paye tout, la télé, machin, puis je dors le premier jour dans le logement, je m'étais acheté au minimum un matelas, la télé, une cafetière, du café, parce qu'à l'époque, je buvais de café, aujourd'hui, j'en bois plus du tout. Euh, et du coup, je me retrouve dans mon appart et je suis super content. Le lendemain, je commence à regarder sur Internet pour commander des meubles. Je regarde Darty qui était à côté à Ivry-sur-Seine. J'étais pas très loin, à la limite de Paris. Je regarde Ikea, tout ça machin. Donc je commande. Et après, je vais chercher donc chez Ikea. Donc le lendemain, le 26, je vais chercher les meubles. Je commence à les monter, tout ça. Donc je commence à décorer mon appart. Je commence à acheter des tapis. Enfin bref, je le complète entièrement l'appart avec des sous qu'on m'a prêtés, mais en fait en toute illégalité. Bon, là, j'ai une problématique. C'est que à un moment donné, j'arrive pas à payer le loyer. Évidemment, j'ai pas d'argent en réalité. Donc je suis complètement dans un truc complètement fabriqué, construit, faussement. Le propriétaire me contacte et me dit, écoutez, là vous n'avez pas payé le loyer, vous avez un problème et tout. Je fais, écoutez, ouais, j'ai un petit problème là, mais je vous tiens au courant. Mais comment ça se fait? Vous gagnez 4 000 euros et tout, c'est bizarre et tout. Donc, il commence à douter, 4 000 euros, il n'y a pas de problème. Bah oui, bah ouais, 4 000 euros, t'as pas de problème. En tout cas, t'en as beaucoup moins que d'autres personnes. Même si tu payes beaucoup d'impôts par rapport à tes 4 000, mon pote, il payait 2 000 euros d'impôts. Il me l'avait dit, il m'avait montré son avis d'imposition, il payait 2 000 euros sur les 4 000 net qu'il gagnait. Donc déjà, imaginez-vous, quand quelqu'un gagne 4 000 euros, on lui prend 2 000, déjà, d'entrée. Bah ouais, c'est 60% les impôts qu'on vous prend sur le salaire. Donc c'est logique, 2 000 euros. À peu près. Il payait même un petit peu plus, je crois que c'était 2200, 2300, je crois, ça fait 60%. Donc là, le propriétaire commence à s'inquiéter. Deuxième mois, j'arrive pas à payer. Je me dis, putain, merde, j'arrive pas à payer, merde. Il va finir par me griller totalement. Mais je me disais, moi, voilà, mental, je me disais, ouais, bah bon, on va s'arranger. Voilà, il va pas aller loin. Voilà, il va me demander, on va s'arranger, je vais le payer au fur et à mesure et tout. Et en même temps, moi, je pédalais derrière pour gagner de l'argent, pour pouvoir régler au fur et à mesure. Ce que je n'arrivais pas à faire à cette époque-là. On est en 2011. Hein. Depuis, j'ai arrêté de pédaler. Hein. Donc là, il s'inquiète vraiment, et là, il a un doute. En fait, mais il a un vrai doute. Et là, en fait, il appelle la boîte, et en fait, la boîte lui annonce qu'en fait, il n'y a pas... Je ne travaille pas, en fait, dans cette boîte-là. Donc ils lui disent. Et là il m'appelle, il me dit, dites-moi, en fait, j'ai appelé votre boîte là, enfin votre boîte, vous travaillez pas là-bas. En fait, ils m'ont dit que vous ne travaillez pas là-bas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait, et tout, etc. Je dis, écoutez, on va en parler, je vais vous expliquer tout ça, etc. Il me dit, ouais, non, mais moi c'est pas normal, moi je vais aller aux flics et tout. Il va à la police, et là, la police me convoque. Donc, je suis auditionné, je suis mis en garde à vue, en fait. Donc là, il y avait une vraie garde à vue. Je suis mis en garde à vue pour une escroquerie. Donc là, c'est un délit. Donc là, il y a garde à vue derrière, parce qu'ils sont obligés de faire ça pour entrer dans la procédure. S'il n'y a pas de garde à vue dans ce type de fait, il n'y a pas de procédure, en fait. Ils ne peuvent pas rentrer dans une procédure. Bref. Donc là, en fait, garde à vue, donc je m'explique, je leur dis voilà comment ça s'est passé, et je leur explique qu'en fait, j'ai envoyé un mail à mon pote, il m'a envoyé les fiches de paye par mail, et qu'il était très bien au courant, etc., comme quoi de ce que j'allais faire, et c'était marqué dans les mails. Et le policier me dit, vous avez les mails là? Je dis, oui, j'ai ma boîte mail là, elle est là, si vous voulez. Ah, vous pouvez m'envoyer les mails et tout, je vous donne mon mail, envoyez-moi la copie, et on va mettre ça au dossier. Il me dit, parce que ça peut vous aider. Je fais, oui, mais je suis pas là pour m'aider ou pas. J'ai commis un truc, c'est pas grave. Voilà, on va s'arranger, je fais mon truc et tout. J'ai ma part de responsabilité, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un appart. Je savais très bien dans quoi je m'engageais. Donc là, en fait,
je lui envoie les mails. Et là, en fait, il me dit, bah, écoutez, je vais devoir stopper en fait la procédure pour le moment, parce que du coup, ça implique une autre personne et je vais devoir la convoquer. Donc là, mon pote est convoqué. Il vient, le lendemain, je crois. Il vient, et là, donc, il l'interroge et il nous confronte. Et là, mon pote, il finit par dire, oui, effectivement, j'ai voulu l'aider, etc. Et le policier lui dit, bah, vous saviez très bien ce qu'il allait faire, pourquoi vous lui avez donné? Parce que si vous ne lui donnez pas, il n'y a pas d'escroquerie, il peut pas. Ou alors, il faut qu'il se démerde avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, avec vous, il ne pouvait pas. Et là, effectivement, il se retrouve en pleine responsabilité. Et moi, la mienne aussi. Donc, imaginez-vous à quel point j'étais en mode survie à ce moment-là pour avoir un appartement, pour pouvoir m'en sortir et me donner un peu d'air pour pouvoir avoir une meilleure situation plus tard, mais tout en ayant un appart. Imaginez-vous en fait le mode survie dans lequel j'étais à ce moment-là. Et donc là, voilà, donc la procédure se termine, le procureur donc il demande à ce que j'aille au tribunal. Donc je suis emmené le lendemain. Et là, en fait, il me dit, alors je suis jugé en fait, je crois, je sais plus tout de suite ou je sais plus ou quelques temps après, je me rappelle plus. Je m'en souviens pas, mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est la condamnation. J'avais eu 4 mois avec sursis et j'avais eu 2 ans de mise à l'épreuve. Sursis mise à l'épreuve, ce qu'on appelle le SME. Sursis mise à l'épreuve, pendant 2 ans. Avec un sursis de 4 mois de prison. Donc j'ai ça sur ma tête. Et donc en fait, moi je vais au SPIP. Le SPIP, c'est le service d'approbation je sais plus trop quoi, comment ça s'appelle là. Bref, j'ai plus les termes là. En fait, ça s'appelle le SPIP. C'est un truc judiciaire en fait qui vous suit, qui suit en fait les gens pendant un certain temps. Et que si le suivi se passe bien, vous avez un boulot, un appart, machin, tout ça, vous reprenez votre vie en main, bah, tout se passe bien, en fait, tout est donné au magistrat. Et à ce moment-là, le magistrat, en fait, valide le SME, et puis vous n'avez pas de problème, le sursis ne tombe pas. Et puis voilà, vous rentrez chez vous chaque jour, enfin, il n'y a pas de problème. En fait, le SME, c'est une convocation par mois, je crois. Une ou 2 convocations par mois dans un bureau dans des bureaux à Créteil. Et puis voilà, c'est un agent en fait qui vous demande en fait comment ça se passe dans votre vie, comment vous vous sentez, quelles sont les démarches que vous faites. Et moi, il me sentait très très autonome, en fait, très très autonome et indépendant. Et en fait, il me disait mais on se demande ce que vous faites là en fait, parce que vous êtes très autonome et très indépendant. Donc on voit très bien, moi je le vois très bien. Il me dit j'ai l'habitude d'avoir des types de personnes en fait devant moi qui sortent, qui rentrent, qui sortent de prison. Et vous n'êtes pas du tout là-dedans, en fait. Et à un moment donné, il m'a même dit, mais qu'est-ce que vous faites là, en fait? Je dis, je sais pas, je suis là parce qu'on m'a convoqué. Et voilà. Et donc, il me dit, écoutez, moi, je vous convoque une seule fois par mois, ça me suffit, je vois comment vous êtes. Voilà, allez-y, faites votre truc et je sais que vous allez vous en sortir. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, moi, il me dit ça, mais du coup, en fait, moi, à un moment donné, je lâche. C'est-à-dire qu'en fait, je vais plus au suivi. Et donc on est en 2012. Et là, 2012, je commence à fond de nouveau la musique et tout. Je pars en tournée dans le sud parce qu'en fait, il y a un artiste à Toulouse que j'accompagnais qui m'a présenté un autre artiste toulousain et du coup qui a après déménagé à Béziers. Donc en fait, je l'accompagnais sur les tournées d'été. Et moi, je partais en musique. Et il me fallait de l'argent. J'avais pas beaucoup d'argent, j'avais le RSA, donc j'avais pas grand-chose. Et il fallait que je parte là-bas, en fait, et me payer les trucs et tout. Et en même temps, gagner mon argent, en fait, pendant la tournée, je gagnais 100 € par concert. Donc, arrivé là-bas, bah, du coup, en fait, je me retrouvais avec très peu d'argent et très peu d'essence. Il fallait bouger à Toulouse, il fallait aller à tel endroit, il fallait machin. Encore c'était près de Béziers, ça allait. Mais dès qu'il fallait cavaler, en fait, en voiture, amener la batterie, le matériel, tout ça, à tel endroit, moi, j'étais dans le sacrifice total pour jouer, en fait. Je voulais jouer. Et j'étais tellement bien là-bas qu'en fait, j'étais prêt à me sacrifier, quoi. Mais je m'en rendais pas compte consciemment. Donc voilà.
Donc en fait, du coup, il se trouve que j'ai commis d'autres faits. C'est que j'arrivais dans des stations-service pour mettre de l'essence, parce que du coup, j'avais, je sais pas, à cette période-là, à cette époque-là, comment je faisais pour dépenser mon argent que je venais d'avoir, pour me retrouver à chaque fois, quelques jours après, avec rien. Et à chaque fois, je devais attendre à chaque fois d'être payé sur les concerts pour avoir un petit peu d'argent. Je sais pas à ce moment-là, à cette époque-là, à cette période-là, comment je faisais pour en arriver là à chaque fois. Mais c'était vraiment, ça rentrait, ça partait. Donc du coup, pour me déplacer pour aller sur un concert, avec l'artiste qui lui était en voiture avec son matériel et moi le mien, fallait de l'essence. Même pour rentrer à Paris, des fois, je me retrouvais avec très peu d'argent et du coup, pour faire un plein, je faisais pareil. Donc j'arrivais dans une station-service et là, je faisais un plein. Je me disais, bon, ok, j'ai 20 euros sur moi, mais si je les mets, j'ai plus rien. Donc, en fait, je faisais un plein et j'allais voir j'allais pas à la caisse. En fait, je partais tout doucement, mais vraiment tout doucement. Je partais tout doucement, je roulais tout doucement, genre c'est bon, j'ai payé, je pars tranquillement. Et je me disais, c'est pas grave, je les recontacterai, je paierai plus tard, mais à chaque fois, c'était toujours plus tard. Mais à chaque fois, j'avais de l'argent, mais à chaque fois, j'arrivais pas à payer. Donc en fait, je leur renvoyais pas l'argent. Donc au fur et à mesure du temps, il y a du temps qui passe, les gendarmes m'envoient une lettre me demandant de payer en fait la station-service. Auquel cas, en fait, il y aurait un dépôt de plainte et du coup, je serais poursuivi pour filouterie. Bon, c'est une escroquerie, c'est ce qu'on appelle une filouterie de carburant qui est assimilée à une escroquerie. Mais on ne peut pas dire une escroquerie parce qu'en fait, ils ne peuvent pas en fait prouver le vol, l'intention de vol. Donc en fait, ils appellent ça une filouterie. En fait, c'est filouterie, c'est dans le nom. Hein. C'est être filou, c'est être malin et trouver une astuce en fait pour obtenir quelque chose sans se dédouaner, sans s'acquitter en fait de ce qu'on doit. Voilà, en gros, pour moi, ma définition, c'est ça. Donc du coup, je fais ça plusieurs fois en fait en 2012. Ouais, 3-4 fois, je crois que j'ai dû le faire dans l'année. Donc en fait, ces faits-là sont remontés au tribunal de Créteil, et là je suis convoqué et je suis de nouveau condamné. Donc là, il y a 2 mois par-ci, 2 mois par-là, 4 mois par-ci, 4 mois par-là. Voilà. Donc tout ça cumulé. Et j'ai de nouveau un suivi et des travaux d'intérêt général. Parce qu'il y en a qui disent des travaux d'intérêt généraux. Et en fait, c'est pas du tout ça. Des travaux d'intérêt général. Voilà. Ça se dit comme ça. Bon. Donc, je n'y vais pas. Je ne trouve pas en fait un endroit ou un truc à faire pour les tiges. Je m'en occupe absolument pas. À ce moment-là, je suis vraiment en mode autruche. Rien à foutre. Je le ferai pas. Je suis pas responsable de ce qui se passe. Tout ça. Voilà. Je suis vraiment dans un mode inconscient. Dans une irresponsabilité, dans un mode de survie où voilà, c'est moi d'abord, mais en mode égocentrique, quoi. C'est moi d'abord, je m'en sors, je suis en mode survie, donc j'ai besoin de mes 20 balles, quoi. C'est ça à l'époque. Et donc, du coup, je fais pas le suivi, là. Je fais pas les tiges. Et là, à un moment donné, hop, je suis de nouveau jugé parce que du coup, j'ai pas fait le suivi, mais du coup, j'y vais pas au jugement. Donc en fait, je suis condamné, mais je le sais pas parce qu'entre-temps, j'ai déménagé. Donc en fait, en 2014, j'ai commencé à descendre dans le sud totalement. Mais en septembre, je suis remonté de la tournée, j'arrivais pas à rester dans le sud. J'étais pas encore prêt. Donc imaginez-vous, hein. Déjà, Valérie, à l'époque, en fait, je savais qu'elle se trouvait dans mes rêves, tout ça. Je savais qu'elle se trouvait autour de Toulouse. J'entendais sa voix depuis 2005, tout ça, comme je vous l'ai déjà raconté. Mais comment dire, je la voyais pas sur un aspect physique. Et donc en fait, c'est comme si j'étais attiré par elle en 2014 pour rester dans le sud, comme si je devais la croiser et la rencontrer à ce moment-là. Donc j'avais été à Béziers, mais en fait elle est à côté de Toulouse. Mais c'est pas grave parce que moi en 2019, quand je l'ai rencontrée, elle est descendue de Toulouse pour venir à Béziers.
Bon, là, parce que j'étais prêt à la rencontrer. Mais je vous raconte après. Euh, donc là, on est en 2012, 2013, on est en 2013, là, donc toutes les convocations, machin, de jugement, tout ça. Moi, je les ai pas parce que je suis parti de l'appart, donc je les ai pas. 2014, je les ai pas. Les jugements ont lieu à 2013, hein. Mais j'ai pas les jugements, j'ai que dalle. Puis moi, ouais, je suis bien, tranquille. Je me dis, bon, bah, c'est bon, c'est calme, il n'y a plus rien. Alors qu'en fait, si, le truc, il est en train de tourner derrière, sauf que je suis pas au courant, moi. Et la machine, elle est en route. Et en fait, en 2014, donc voilà, je remonte, en fait, je quitte l'appartement, en fait, du propriétaire. Du coup, le propriétaire récupère l'appartement, il change les serrures, évidemment. Et moi, quand je remonte du sud, parce que j'arrive pas à rester dans le sud, pour y vivre, je suis pas prêt à ce moment-là. J'arrive à l'appart et tout pour ouvrir l'appart. En fait, il avait changé les serrures. Donc, du coup, je me retrouve dehors. Donc, je me retrouve sans appartement, rien. Et là, j'appelle un pote, je dis, écoute, là, je suis vraiment en urgence. Là, ce soir, là, je viens de rentrer du sud, j'ai rien, j'ai toutes mes affaires dans la voiture. J'ai que dalle. Donc là, mon pote, il m'héberge. Il est à Fontainebleau. Il m'héberge pendant un mois. Et après, successivement, j'ai des potes, en fait, qui m'hébergent un mois, un mois. J'en ai un autre musicien qui m'héberge de novembre jusqu'en janvier. Et en janvier, là, je trouve une coloc dans le 77. Et après, je rencontrerai Aurélie, avec qui je resterai 4 ans, et qui me dit au bout de 2 mois, bah, écoute, viens habiter à la maison, etc. Comme ça, tu quittes ta coloc. On habite ensemble parce que, voilà. Donc, du coup, en fait, j'habite avec Aurélie pendant 4 ans après. Bon. Donc là, on y arrive. Donc on est en 2014, 2015, je rencontre Aurélie. Aurélie, je reste 4 ans avec. Et en 2018, en 2017, donc en 2016, je vous ai déjà expliqué dans d'autres podcasts, j'ai repassé mon diplôme de sécurité incendie pour retravailler en sécurité incendie. Je travaille pendant 2 ans, donc 2017-2019, en sécurité incendie dans les gares RER A à Paris. Donc je fais Châtelet, Nation et Gare de Lyon. Donc je suis affecté à Gare de Lyon au départ. Après, on me propose une mutation à Nation pour aller un petit peu relever le niveau. C'est ce que ma chef à l'époque me disait, pour relever le niveau des agents là-bas. Donc je pars à Nation, mais en même temps, je fais des heures sup. Donc je fais Gare de Lyon, Châtelet, Gare de Lyon, Châtelet, Nation. Je fais plein d'heures sup. En fait, je travaille énormément et je gagne un salaire de 3 000 euros. Tellement que je bosse, quoi. Et en fait, je suis beaucoup mieux au boulot qu'avec Aurélie, du coup, à un moment donné. En 2018, arrive ce qui devait arriver. C'est pour ça que là, je vais vous parler donc de la deuxième part la plus sombre. Alors, je vous en ai déjà parlé parce que les faits que j'ai commis ne sont pas sombres en soi, mais c'est l'autre part, en fait, l'autre partie que je vais vous raconter qui est un peu plus sombre, parce que là, je me retrouve après dans un milieu où c'est vraiment sombre, quoi. 2018, arrive ce qui devait arriver. Au mois d'octobre 2018, un petit peu avant, septembre, genre septembre, un truc comme ça, je reçois en fait un courrier d'un huissier. J'habitais en fait chez Aurélie, donc je reçois en fait un courrier d'huissier là où on habitait. Je lis le courrier. Et sur le courrier, c'est mal écrit, enfin c'est pas très clair. Et mais il y a un truc qui m'interpelle, c'est comme si c'était marqué que je devais me rendre à un endroit à tel moment. Un huissier, en fait, il vous envoie pas un courrier pour vous dire de vous rendre à tel endroit. En général, il vous met rendez-vous, venez à mon étude pour récupérer un document. Moi, je me suis dit ça au départ. C'est pour récupérer un document. Et en fait, je vais à son étude, et l'huissier, en fait, il me dit, il me dit, ah non, non, non. Il me dit, non, c'est là, en fait, ça vous parle de prison. J'ai reçu ça, en fait, du tribunal. Vous êtes notifié pour aller en prison. Ah bon? Ok, bon. Et là, il me dit... c'est ce qui lui semble, en fait, être ce qui a marqué sur le courrier. Parce que c'est pas lui qui l'a fait, en fait. Donc, même lui, il est pas sûr.
C'est un cabinet d'huissier associé, donc en fait, lui, il n'est pas au courant, mais il me donne une info, il n'est pas sûr. Donc en fait, il n'est pas certain. Il me dit par contre, il me dit ça vient du tribunal de Pontoise, allez à Pontoise, c'est eux qui ont le dossier, ils vont vous renseigner. Je vais au tribunal de Pontoise, parce que j'étais dans le Val d'Oise à ce moment-là, en région parisienne. Je vais au tribunal de Pontoise, et là, il y a un agent, en fait, qui vient me répondre, qui regarde sur l'ordi, et qui me dit, bah, écoutez, votre dossier, pas du tout, il n'est pas là, il est au commissariat de Créteil. Il n'est pas traité, il est en attente. Et il me dit, vous avez simplement une amende de 600 euros qui vient de Nanterre. C'est suite à des violences, en fait, à Montrouge, en 2011. Blam! Donc, en fait, on y arrive. C'est que le policier, à l'époque où moi j'étais naïf, me disait, non, vous aurez rien, vous n'aurez rien, etc. Il va rien se passer, ça n'ira pas plus loin. En fait, pas du tout. Apparemment, l'histoire, c'est que j'étais convoqué au tribunal de grande instance de Nanterre pour ces faits-là de 2011. J'ai pas reçu la convocation. J'ai appelé mon pote pour lui demander est-ce que tu as reçu un courrier de convocation au tribunal de Nanterre à mon nom, etc. Il me dit non, j'ai pas reçu de courrier de toi pour toi après. Il me dit non, j'ai rien eu. Je dis ok, bon bah je sais pas où est passé ce courrier. Donc voilà. Et là en fait, on me dit simplement de payer une amende et après il n'y a plus rien. Bon, ben en fait moi je travaillais jusqu'au 30 octobre 2018. Après j'étais de repos jusqu'au 1er novembre à mon boulot. Donc j'avais 2-3 jours de repos. Alors, il faut savoir que moi, pendant mes jours de repos, très souvent, mes chefs, ils m'appelaient en fait pour faire des heures sup. Et moi, j'y allais parce que je gagnais mon argent, je gagnais comme ça m'a permis d'acheter une voiture neuve à ce moment-là. Et en fait, moi, ça me permettait d'être au boulot et pas à la maison. Parce qu'à la maison, j'étais bien à un moment donné, mais quand j'étais tout seul. Mais quand j'étais à une période des 4 ans, les 2 dernières années, en fait, j'étais plus bien avec Aurélie. Mais j'arrivais pas à partir. Voilà, ça, c'est la blessure d'abandon. C'est je subis, je me sacrifie. Je dis pas grand-chose, mais j'essaie de faire, moi, ce que j'aime à côté. Mais en même temps, je me sacrifie. Donc là, à ce moment-là, je suis en plein dans mes blessures. J'arrive pas à partir, tout ça. Pourtant, j'ai envie de partir. Hein. Et en plus, j'ai les moyens de partir. Mais je pars pas, les gars. À 3 000 euros. À 3 000 euros en 2011, où je les gagnais pas du tout. Je me casse et tout. Là, je prends un appart et tout. Et là, j'ai 3 000 euros, mais vraiment par moi-même. Où là, je les gagne vraiment en CDI, tout ça, machin. Je pars pas. C'est aller chercher la logique à ce moment-là dans ma tête. Je sais pas. Et voilà. Et donc à ce moment-là, le 30 octobre, ouais, je suis de repos. Donc je finis ma garde. Le 31, je suis de repos. Le 31, je sais pas pourquoi, j'ai été guidé, j'en sais rien, pour terminer, pour clôturer un truc. Je me dis, tiens, j'ai la peur au ventre, hein, je vous le dis, j'ai la peur au ventre à ce moment-là, mais j'y vais. Et je me dis, bon, je vais aller à Créteil, je vais aller au commissariat, je vais aller liquider cette histoire. J'ai ma carte bleue avec moi, parce qu'on me parle de payer 600 euros d'amende, parce qu'en fait, j'ai été condamné à 600 euros d'amende au lieu de la prison. Voilà. Donc, à Nanterre, en 2011. Hein. Mais après, le jugement, il arrivait beaucoup plus tard. Hein. Du coup, j'ai pas répondu au jugement. Donc, du coup, j'ai été rejugé, tout ça. Enfin, bon, bref. Et là, en fait, j'arrive au commissariat de Créteil. Je leur dis, voilà, moi, j'ai une amende à payer. En fait, sinon, c'est la prison. Parce qu'en fait, c'était ça, le truc de l'huissier. C'était soit je payais les 600 euros, soit c'était 2 mois de prison ferme. Voilà. Et là, il n'y avait plus de sursis. Le sursis, en fait, il avait été révoqué. Donc ils avaient révoqué en amende. Voilà. Pour l'instant. Sinon, c'était 2 mois ferme. Et là, le policier à l'entrée, bon, il comprend rien, il sait pas, lui. Et je dis, bah, écoutez, essayez d'appeler quelqu'un d'autre qui est peut-être au courant, un OPJ, un officier de police judiciaire, qui peut-être, lui, a peut-être plus de moyens de voir, en fait, en quoi il peut m'aider. Et là, il y a un agent, il y a un OPJ qui arrive et qui me dit, bah, écoutez, venez avec moi, on va regarder et tout. Il regarde, et il me dit, oui, effectivement, il y a les 600 euros. Je dis, écoutez, moi, j'ai emmené ma carte bleue, j'ai de l'argent, je travaille, je suis en CDI, je gagne 3 000 euros, j'ai pas de problème, les 600 euros, je vous les donne. Je paye en carte bleue, je sais pas, si vous avez
la possibilité de prendre ma carte bleue, ou alors je vais retirer 600 euros au distributeur, et puis je vous les donne. Il n'y a pas de problème. Ben, ouais, mais il me dit, attendez, parce qu'il n'y a pas que ça. Et il regarde, il me dit, écoutez, là, je vais appeler le procureur parce qu'il y a autre chose. Et là, il a le procureur de Créteil au téléphone. Et le procureur de Créteil, en fait, il demande en fait, de m'amener là-bas, m'amener au tribunal. C'était une policière, en fait, qui, du coup, m'aimait bien. Elle m'aimait bien parce qu'en fait, elle se disait, mais comme le gars du SUI, là, elle se disait, mais qu'est-ce que vous faites là, en fait? Elle me dit, j'ai l'habitude d'avoir des individus, en fait, dans mon bureau, mais pas vous, quoi. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit, c'est rien ce que vous avez là. Elle me dit là, mais elle me dit, alors c'est pas contre vous, mais elle me dit là, j'ai l'impression de perdre mon temps parce que, en fait, vous n'avez rien à faire ici. Donc en fait, elle était super cool avec moi. Elle me dit, si vous voulez fumer, je vous emmène fumer. Alors qu'avec un autre individu, elle n'aurait jamais dit ça. Elle l'aurait laissé dans la baraque et puis terminé. Moi, elle m'emmène, on se balade et tout, machin, on fume ensemble, on discute ensemble. Elle me dit, écoutez. Et c'est là où c'est important. Parce que, en fait, déjà à ce moment-là, on me donne des messages en guidance. C'est-à-dire qu'elle, à travers mes guides, à travers elle, l'univers donne des messages. Et elle me dit, écoutez, liquidez ça, et après, vous n'avez plus rien. Liquidez tout ça, vous n'avez plus rien, après, c'est rase. Voilà, il n'y a plus rien, et faites votre vie, parce que vous n'avez vraiment rien à faire là. Vous n'êtes pas le genre de personne, en fait, que j'ai l'habitude de voir, croyez-moi. Si je vous montre des dossiers, c'est autre chose. Donc là, elle me dit, je suis un peu peiné pour vous, parce que... franchement, mais c'est limite, j'ai envie de vous aider à les payer les 600 balles, quoi. Enfin, ouais, là, à ce moment-là, je rigole avec elle et tout, on est presque potes, quoi. Imaginez la situation, quand même. Et à ce moment-là, eh ben, cette personne-là, cette policière-là, donc le proc lui dit, bah, écoutez, emmenez-le-moi. Donc là, bah, elle n'a pas de choix, en fait. Là, je me retrouve, à aller... donc là, je suis en garde à vue, hein, évidemment. Donc là, je suis mis en garde à vue pour valider la procédure. Et là, du coup, là, je me dis, elle m'a laissé mon portable et tout ça. Avant. Après, une fois que j'étais dans la cage, c'était fini. Hein. Mais avant, elle me laisse mon portable. Et je lui dis, écoutez, bah, moi, ce serait bien que j'appelle mon pote avocat, parce que j'ai un pote qui est très connu dans les médias, qui est avocat, qui travaille sur des gros dossiers. Et je lui dis, écoutez, j'appelle mon pote et tout, avocat, il va m'aider, et je vais essayer de me sortir de là, enfin, en tout cas, de voir un petit peu ce que je peux faire, parce que lui, il peut faire, quoi. Et du coup, je lui envoie un texto, alors que j'aurais pu l'appeler. Je lui envoie un texto, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, écoute, ne discute pas, je lui dis, viens, j'ai besoin de toi, il y a une procédure en cours, mais je ne sais pas, et ça va très très vite. Donc en fait, viens m'aider. Et là, au lieu de me dire oui, ok, j'arrive, tu es au commissariat de Créteil, d'accord, j'arrive. Je lui dis, moi, je suis au commissariat de Créteil, voilà, viens et tout. Au lieu de ça, il me repose des questions. Et moi, j'ai pas le temps parce que la policière, en fait, a vu qu'à un moment donné, je coupe pour aller dans la cage. Donc là, je lui dis, écoute, j'ai pas le temps de discuter. Je lui dis, écoute, viens. Et viens, je suis au commissariat de Créteil et tu verras sur place. J'ai plus souvenir s'il est venu ou pas. Je crois qu'il n'est pas venu. Parce que je crois qu'il n'a pas tout compris. Et donc là, bah, je me retrouve en fait à être transporté au tribunal de Créteil. Donc là, j'attends dans la... Alors je vous épargne en fait les côtés glauques. Les côtés glauques en fait des endroits où je vais, où c'est complètement glauque, où vous avez des tas de personnes... d'êtres humains qui viennent comme ça et ça gueule dans tous les sens, ça crie, ça tape, ça secoue quoi, ça interpelle, ça secoue, ça fait peur, ça vous réveille. Ça vous réveille, vous vous dites ouais, qu'est-ce que je fais là les gars? C'est pas mon endroit, c'est pas chez moi ça. Non, moi j'ai rien à faire là moi. Je me sentais pas à la maison là du tout, hein, mais vraiment là il y a pas genre tu t'assois sur le canapé. On te met Netflix et tout, c'est bon. Non. Non.
T'as que dalle. Tu veux fumer, t'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures. T'es en galère. Hein, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, parce que il y a beaucoup de monde en fait sur les réseaux sociaux qui critiquent, qui vont porter des jugements ou qui vont se foutre de la gueule des gens, de ces personnes-là, etc. Ils ont absolument pas la conscience de ce qui peut se passer dans ces endroits-là. Faut y aller, faut le vivre le truc. Hein. Faut pas se dire ouais, ben c'est bien fait pour eux, blablabla, parce qu'en fait personne, absolument personne, n'est dépourvu qu'un jour il lui arrive une bricole et qu'il se retrouve dans les mêmes conditions. Donc ces gens-là, quand ils posent des jugements et des critiques, ils sont absolument pas prêts de ce qui peut leur arriver. Ils sont absolument pas préparés. Et en général, c'est ce même type de personnes qui, quand ils arrivent, ils ont envie de se suicider. Tellement qu'ils sont pas prêts. Croyez-moi, j'en ai vu. J'ai discuté avec eux. Ils sont absolument pas prêts. Le mec, moi j'ai rencontré des mecs, j'ai discuté avec eux, ils me disaient oui, moi je suis marié, j'ai 2 enfants, et là il m'est arrivé une bricole, et du jour au lendemain, ça m'est jamais arrivé, je me retrouve là, il pleurait, il était pas bien, et puis il avait envie de se suicider, il me dit je suis pas bien, je crois que je vais mourir et tout. Ah ouais. Et le mec, il a commencé à me raconter qu'en fait, il était le premier à critiquer ce genre de personnes. Donc attention. Vous aussi, je vous lance un petit signal comme ça. On n'est pas dépourvu d'une bricole, de renverser un piéton, parce qu'en fait, on a l'impression qu'en fait, les personnes pensent que parce qu'ils n'ont pas commis, par exemple, un fait de voler de l'essence, ou de voler quelqu'un, ou de taper quelqu'un, ils ont l'impression qu'il va rien leur arriver. Mais il suffit juste que vous soyez en voiture, que vous renversiez un piéton par imprudence, et vous allez y aller au ballon. Hein. Je vous le dis, moi, vous allez y aller. Ne serait-ce que quelques heures ou 24 heures, mais vous allez y aller. Donc en fait, les gens ne sont pas prêts à ça. Je vous le dis. Donc là, en fait, la suite, c'est que du coup, le procureur, et c'est là où ma vie, elle tombe, en fait. Je vous assure, en fait, c'est wouh, rock'n'roll, man. Tu aimes le rock'n'roll, ouais. Là, c'est genre le concert de ouf, le concert de ouf. J'arrive, en fait, un gros spectacle. Le procureur, il est là. Il y a 2-3 policiers qui sont là. Ils me sortent de la cage au tribunal. Et là, le procureur, en fait, genre, on dirait qu'il m'annonce la mort. Le visage fermé, on dirait qu'il a un enterrement, le procureur. Et en fait, il me regarde, il me dit, écoutez, il me dit, voilà, très solennel, très lourd, c'est très lourd, en fait, son comportement, en fait. C'est très, très pesant, quoi. Bon, je sais pas s'il va m'annoncer, à un moment donné, il me dit, écoutez, voilà, il me dit, vous avez fait ça, 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 ça. Et du coup, le cumul, il me dit, le cumul, c'est fait que on vous a mis, vos sursis sont tombés en révocation, et donc c'est passé en prison ferme. Donc là, il m'annonce, il me dit, vous partez maintenant pour 8 mois de détention. Ah bon? Ouh, les gars, 8 mois. 8 mois de détention, c'est-à-dire que t'arrives, le procureur m'annonce 8 mois de détention. Maintenant, c'est-à-dire à partir du moment où il me l'a annoncé et qu'il a fini son spectacle, à partir de là, les policiers m'amènent et après je pars en camion. Ça veut dire qu'en fait, je rentre pas chez moi. Et en fait, ma vie, elle s'écroule à ce moment-là, je vous assure. Là, c'est le début, pour moi, c'est une grosse partie du dépouillement, chez moi, qui a commencé à ce moment-là. Et en 2014, je reviens un petit peu en 2014, c'est comme si, qu'en 2014, on me faisait remonter du sud, parce que j'étais pas encore totalement prêt à voir Valérie, ma flamme jumelle. C'est comme si qu'on me faisait remonter pour liquider quelque chose que j'avais pas encore terminé, donc ça. Et après, que je pouvais être libre totalement. Et c'est ce qui se passe, en fait. Ça, c'est le résumé que je me ferai beaucoup plus tard en conscience. Effectivement, c'est ce qui s'est passé.
Donc le proc m'annonce ça. Et là, je vois, juste avant qu'il m'annonce tout ça, je vois 2, 3, 4 policiers qui rentrent en plus. Des 3 qui étaient déjà là. Oh, je dis putain, ça sent pas bon. Là, ils sont en train de bloquer les sorties et machin, tout ça. Ça sent pas bon. C'est comme dans une cour, en fait, comme dans une cour correctionnelle, en fait, quand vous avez un policier, plusieurs policiers ou gendarmes qui commencent à bloquer toutes les sorties, qui commencent à rentrer à plusieurs, c'est pas bon pour la personne qui est dans le box. Ça veut dire qui est pas encore dans le box, qui est arrivé libre, mais qui est jugé et qui va en détention. Ça sent pas bon. Il l'empêche de partir. Donc là, le proc m'annonce ça et il me dit juste après, il me dit écoutez, si vous faites le nécessaire là-bas, vous sortirez bien avant. Là, c'est 8 mois, mais vous inquiétez pas. Faites le nécessaire sur place, tenez-vous tranquille. Faites le nécessaire, payez votre amende de 600 euros et vous comprendrez en fait que vous allez faire beaucoup moins que 8 mois. Effectivement, donc je pars là-bas, hein, il m'emmène en camion et je me retrouve à Fresnes. Il faut savoir que Fresnes, dans le 94, c'est pas une prison, c'est une maison d'arrêt. Déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent en fait prison et maison d'arrêt, c'est complètement différent, ce sont des termes différents. C'est comme des toilettes et des WC, c'est comme un verre et voilà, enfin d'autres choses. Si on donne des noms, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a des différences. Et, et dans certaines prisons, c'est pas les mêmes conditions non plus. Parce que dans les prisons, en fait, c'est des longs séjours. Dans les maisons d'arrêt, en fait, vous êtes à l'arrêt pendant un certain temps. Et en général, c'est des séjours de moins de 2 ans. Ou de 2 ans. Voilà, ça, faut le savoir. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance. Et l'ignorance, en fait, c'est l'ego. Donc, en fait, ces personnes qui vont critiquer des gens qui sont en prison, en fait, sont dans l'ignorance de ce qui se passe, sont dans l'ignorance, en fait, de ce qu'ils ne vivent pas eux-mêmes. Donc ça, c'est important, c'est une grande nuance. Donc moi, je me retrouve, en fait, à Fresnes. J'arrive là-bas, donc voilà, je fais le tour avec les papiers, les machins, tout ça. Et je me retrouve, en fait, seul dans une cellule. Faut savoir que pendant une semaine, en fait, ils vous laissent tout seul. Pour un petit peu souffler, pour un petit peu vous retrouver avec vous-même et pas vous mettre tout de suite avec d'autres détenus en fait qui ont parfois qui sont là pour des faits beaucoup plus graves. C'est important pour eux. Donc en fait, ils sont quand même relativement sages et précautionneux et préventifs par rapport à l'état psychique, l'état psychologique et l'état émotionnel de la personne quand elle arrive. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des gens, en fait, qui, quand ils sont déjà en garde à vue, ils ont déjà envie de se suicider. Imaginez-vous quand ils sont en détention le premier jour. En fait, le risque là-bas, en détention, quand vous êtes là, en fait, c'est une semaine, à peu près une dizaine de jours. Il y a un grand risque de suicide. Ce qui n'a pas été mon cas, à moins que vous entendiez actuellement mon hologramme qui est en train de vous parler. Vous voyez, là, donc là, c'est pas mon hologramme, donc en fait, je suis toujours avec vous, parmi vous. Et s'il y a une raison, il y a une raison bien particulière qui fait partie de mon expérimentation, de mon expérience de vie, pour apporter en fait des choses et vous permettre d'avancer dans votre vie et vous dire que même dans les pires des cas, dans les pires situations, vous pouvez toujours vous mettre debout et en fait apporter des choses au monde. Puisque je suis devant vous et je suis en train de vous raconter mon histoire. Voilà. Donc c'est ça aussi l'importance de partager avec vous ce soir, c'est de vous montrer qu'en fait, il y a l'ombre, mais il y a la lumière derrière. D'accord ? Donc on ne peut pas connaître la lumière sans aller dans l'ombre. Voilà, et moi je suis vraiment allé au fond du fond, au pire du pire, où je pouvais aller, quoi. Voilà, j'ai vraiment été au pire du pire. Pourtant, pour des faits pas graves du tout, hein. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas d'impact sur qui que ce soit. C'est juste une escroquerie banale et voilà, c'est rien d'autre, quoi. Mais alors c'est pas pour ça en fait. Hein. Il faut bien comprendre que c'est pas pour ça que j'étais en détention, absolument pas. C'est par rapport au cumul de faits en moins de 2 ans et parce que je n'ai pas fini mon suivi judiciaire et que je n'ai pas voilà
terminé, que je me suis pas engagé, que j'ai pas terminé mon engagement vis-à-vis de la justice. Voilà, c'est ça en fait la condamnation. Donc j'ai été rejugé pour ça, et c'est là où il y a la révocation en fait des sursis. C'est pas du tout pour les faits en eux-mêmes hein, que j'ai été en détention, c'est uniquement par rapport à un cumul de faits et une non-continuité de suivi et un non-respect de mon engagement. Voilà. À ce moment-là, j'étais pas totalement dans le respect de moi-même, hein, pour tout dire. Voilà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Et donc, je me retrouve à Fresnes. Donc la première semaine, je discute avec des surveillants. Au début, bon, ils sont tous cool, hein, parce qu'en fait, ils mettent les premières semaines dans ce bloc où j'étais, moi, ils mettent en fait les plus aguerris et ceux qui sont bienveillants et qui savent discuter, qui savent écouter, qui savent entendre, etc. Donc vous avez une facilité en fait de pouvoir avoir des clubs, tout ça. Moi j'en avais un petit peu, j'avais donné un peu à des mecs qui en avaient besoin. Et ils vous donnent une commande, en fait ils vous donnent une feuille pour commander des clubs. Et l'avantage c'est que quand vous êtes là la première semaine, vous les avez le lendemain. Par contre quand vous êtes après dans l'autre bloc après la première semaine avec d'autres détenus, quand vous faites des commandes de clubs et tout ça, vous les avez une semaine après. Donc vous avez plutôt intérêt à avoir des clubs à l'avance pour tenir une semaine. Il y a des ventes de clubs, en fait, des commandes 2 fois par semaine. Alors, je ne vais pas vous donner les jours exacts, mais je crois que c'était le mardi et le jeudi. Il y avait des clubs, et puis après, le reste, c'était des boîtes de conserve, du coca, du sucre, de la confiture, enfin, de ce que vous voulez. Voilà, c'était une épicerie, c'était une épicerie, quoi, en gros, un magasin. Donc, vous achetez des trucs et tout. Alors, vous n'allez pas dans le magasin, mais on vous apporte, en fait, à votre cellule ce que vous avez commandé. Donc moi je me retrouve la semaine d'après où moi je leur dis moi je veux être tout seul, je veux rester tout seul. Alors Aurélie qui me cherche partout. Donc là je demande à être seul dans ma cellule la semaine d'après. On me dit oui, écoutez on va faire le nécessaire et tout parce que vu comment vous êtes, effectivement je pense que vous allez avoir besoin de ça. Mais c'est pas nous qui décidons. Bon bref, je me retrouve avec un autre détenu, on est 2, on est 3, mais c'est des mecs cool. C'est des mecs tranquilles, qui ont pas de faits graves, vraiment graves en fait, pour eux. Donc ça va, c'est cool, on discute ensemble. Aurélie me cherche partout. Elle finira par me trouver, sa sœur a trouvé ma voiture à Créteil. Ils ont appelé tous les commissariats, tout ça, donc ils ont eu des réponses. Ils ont trouvé ma voiture à Créteil, qui était garée pas très loin du commissariat. Ils l'ont ramenée à la maison. Et donc Aurélie, en fait, m'écrit un courrier. Là, elle a l'adresse, elle sait que je suis en détention. Elle m'écrit un courrier, elle me dit ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout et tout. Je te donnerai des sous, soit sur ton compte bancaire, soit sur le mien. Je t'envoie des sous, il n'y a pas de problème. Ils vont t'ouvrir un compte bancaire là-bas. Je t'envoie des sous et tu pourras t'acheter ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de l'amende. Je vais payer les 600 euros et ça va aller. Ne t'inquiète pas, reste calme et tout, reste tranquille. Donc c'est cool, c'est génial. Aurélie, je lui ai dit merci 1000 fois de m'avoir aidé parce qu'elle n'était pas obligée. Et donc elle m'a aidé, elle s'occupait de mon compte bancaire. Elle a pris des sous sur mon compte bancaire, elle me les a envoyés. Enfin, elle me les a envoyés, elle les a virés en fait sur un compte fictif en fait que vous avez en détention et que vous pouvez retirer en fait en commandant des choses, etc. à l'intérieur. Et donc là, elle paye les 600 euros et là je suis convoqué quelques jours après. Je suis convoqué en fait pour signer un document du tribunal. Et là, on m'annonce qu'en fait, j'ai 3 mois en moins. C'est ce que me disait le procureur. Faites le nécessaire et vous verrez que vous allez faire moins. Donc là, on est déjà à 5 mois au lieu de 8. Donc, ils annulent les 3 mois fermes de détention puisque j'ai payé l'amende. Et ça, c'est mon avocat, en fait, qui avait fait le nécessaire et, pour ça. Et donc, Aurélie a payé les 600 euros, mais en fait, bon, il se trouve que c'est les 600 euros. Alors, je sais plus trop si ça venait de mon compte bancaire ou elle, je sais plus.
Mais en tout cas, je pense que c'est moi qui les ai payés, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, l'amende était payée. Donc du coup, je me retrouve à 5 mois. Il faut savoir que quand vous êtes en détention, sur chaque mois, vous gagnez 7 jours automatiquement de moins de détention. Donc sur 8 mois, j'avais je ne sais plus combien de jours. J'avais... attendez, je vais faire un calcul hein, vite fait. 7 fois 8, voilà, je gagnais 56 jours. Sauf qu'en fait, ils enlèvent 3 mois. Donc en fait, je suis sur 5 mois. Donc 5 fois 7, 5 fois 7, on est à 35 jours. Donc 35 jours, je passe à 4 mois. À moins de 4 mois en fait, 35 jours. Donc je passe à moins de 4 mois, je passe presque à 3 mois. Presque à 3 mois. Et là, comme je me tiens tranquille, moi je suis pas une personne en fait qui a fait des grandes conneries, qui est là pour des faits graves et tout ça. Donc moi j'ai pas de raison en fait d'être mal poli avec les surveillants, de faire des trucs tout et n'importe quoi. Je me tiens tranquille. Et il se trouve qu'en fait, je suis convoqué, on me dit, Maspip, là, donc l'agent qui s'occupe de moi à l'intérieur, qui fait partie du bureau de Créteil des agents de probation, c'est l'intermédiaire entre le magistrat et la détention. Elle s'occupe de moi, elle me dit, écoutez, voilà, vous avez été bien et on peut vous accorder 21 jours en moins sur votre détention. Ce qui fait que je me retrouve à 3 mois de détention. Donc on est au mois d'octobre, moi je suis rentré le 1er dans la nuit du 31 au 1er novembre 2018, et en fait je suis sorti le 4 février 2019, voilà, concrètement. Et donc là, à l'intérieur tout se passe bien, je me balade dans la cour, alors pas trop le matin, parce qu'il y a 2 balades en fait, il y a une balade le matin, une balade l'après-midi. Moi, je préfère l'après-midi. Des fois, je reste dans la cellule pour regarder en fait les téléfilms de M6 ou TF1 de romantiques et sentimentaux. Moi, j'aime bien ces téléfilms-là, ça me fait du bien. Puis ça raconte un peu mon histoire, parce que très souvent, dans ces téléfilms, c'est très souvent quelqu'un qui fuit dans le couple, quelqu'un qui fuit, qui va vers sa carrière professionnelle et qui revient dans sa ville natale et qui se rend compte qu'en fait, elle est toujours amoureuse ou amoureux de son amour de jeunesse. Et voilà, donc c'est un peu l'histoire de flammes jumelles, tout ça. Donc moi, ça me plaît. Et à cette époque-là, moi, je ne savais pas en fait que ça me parlait. Enfin, ça me parlait, oui, mais je ne savais pas qu'en fait c'était moi dedans, par rapport à Valérie, tout ça. Et c'est plus tard que j'ai compris profondément et concrètement et consciemment qu'effectivement, pendant toutes ces années où j'ai regardé ce genre de téléfilm, ça parlait de moi en fait. Donc voilà, donc il y a beaucoup de gens qui rejettent dans l'ignorance, qui rejettent en fait ce genre de téléfilm, qui disent oui, c'est à l'eau de rose, ça tata, c'est machin. Mais en réalité, consciemment, quand on est vraiment en profondeur, ça parle de nous en fait. Ça parle de nous, d'une histoire dont on a envie, dont on rêve, mais qu'on n'a pas les moyens d'acquérir et de s'offrir parce qu'on n'a pas la conscience pour. Donc on est sur le chemin. Donc bref, voilà, donc en détention, je regarde tout ça, je me balade, tout ça, je fais mon truc. Voilà, j'ai des conditions de détention qui sont pas très évidentes non plus. C'est cool, mais en même temps, à la fois, c'est dur. Et c'est là où ma médiumnité, en fait, se déclenche. Voilà. Ma médiumnité se déclenche à ce moment-là, parce que c'est un traumatisme, en fait, hein, d'être en détention. Moi, j'étais avec des gars, un qui était pour des violences volontaires sur une personne, mais l'autre pour un trafic de drogue. Le mec, il n'avait rien à voir avec le trafic de drogue, mais il était dedans parce qu'il avait échangé une enveloppe avec quelqu'un, et ce quelqu'un était sous surveillance de la police, et lui, il était embarqué avec, et en fait, il s'est retrouvé en détention. Ce mec-là, il sortira au mois de décembre. Il n'y croyait pas. Moi, je lui ai dit, tu vas sortir le 24 ou le 25 décembre. Il n'y croyait pas. Et à ce moment-là, moi, je savais pas que j'étais en médiumnité à ce moment-là. Je savais qu'il allait sortir. Et tout dépendait, en fait, du jugement, enfin, du magistrat et tout. Je lui ai dit, écoute, crois-moi, tu vas sortir le 24 ou le 25 décembre. Il est sorti le 25 au matin. Donc, ma médiumnité, en fait, elle s'est déclenchée à ce moment-là. Pourquoi? Quand je regardais les gens, je voyais des trucs, ça me faisait flipper, ça me faisait peur. Je n'avais pas conscience, moi, de ma médiumnité à ce moment-là. Pourtant, j'étais médium depuis que j'étais petit, je le savais, ça.
À un moment donné, après, ça s'est coupé. Parce qu'avec les conditionnements, tout ça, vous oubliez tout ça. Et là, je me rends pas compte, en fait, de ce qui se passe. Mais j'ai très peur, parce qu'en fait, je vois dans les yeux des mecs, en fait, qui ont commis des faits plus graves. Je les vois, en fait, dans les autres couloirs en bas. Je les regarde dans les yeux, putain, je vois leur rame et tout, je vois des images, je vois des trucs. Ça me fait flipper. Et ça me fait tellement flipper à ce moment-là que, en fait, je demande des médicaments pour pouvoir dormir tôt et me réveiller tôt le matin, parce que je suis pas bien du tout. Mais vraiment pas bien du tout. Donc, à 7h30 le soir, j'avais pris l'habitude, c'est de prendre des médicaments. Je m'endormais direct. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'étais KO. Je dormais. Et je me réveillais tous les matins avant les mecs. Je me réveillais à 7h du matin. Avant. Je me réveillais à peu près entre 6h et 7h du matin. Donc du coup, quand le surveillant il ouvrait la porte, j'étais toujours devant la porte pour lui donner le courrier. Et après, le petit-déj, il arrivait à 8h, 8h30. Après, il y avait la douche. Deux fois par semaine, la douche. La douche, c'est 2 fois par semaine, pas plus. Voilà, imaginez-vous les conditions. Donc pour ceux, des gens qui ont critiqué, qui jugent et tout, et qui posent des jugements, des critiques et tout le bordel sur ces personnes-là, il faut savoir qu'en fait les conditions sont vraiment pas agréables du tout. Voilà. Après, il y en a qui vont dire oui, mais de toute façon c'est bien fait, ils ont commis des faits. Certes, certes. Mais tout dépend des faits. Vous avez des gens qui se retrouvent, moi j'ai discuté avec des personnes, ils se sont retrouvés en détention pour une histoire de permis de conduire. Est-ce que vous seriez prêt à vous retrouver en détention pour une histoire de permis de conduire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, personne n'est dépourvu de se retrouver dans une situation pareille, mais tellement de gens voient plutôt des faits graves, ils disent ah ben non, moi de toute façon, moi je commets pas de faits graves. Il suffit juste que vous ayez un problème de permis de conduire, une récidive de permis de conduire, et de problèmes de permis de conduire, et vous vous retrouvez en détention. Eh ouais. Donc c'est rien ça. Ben, y a des mecs qui se retrouvent pour ça. Ils se retrouvent en détention pour 3 mois, 4 mois. Voilà. Donc le sujet du départ, c'était êtes-vous prêt à raconter la plus sombre part de vous à votre flamme jumelle? Et je vous dirai à la fin, je vous réitérerai la question à la fin pour vraiment vous laisser réfléchir, vous laisser y penser et pour pouvoir vous permettre de vous dépasser à raconter les pires parts de vous, en fait, peu importe. Peu importe, détention, pas de détention, que vous ayez frappé quelqu'un, vous ayez poussé quelqu'un, blessé quelqu'un, ou peu importe, ou vous ayez, je sais pas moi, volé quelqu'un, ou n'importe quoi, peu importe, que ça vous permette de vous dépasser, parce que quoi qu'il vous arrive, vous resterez debout. Avec de la force, de la foi en vous, consciente ou inconsciente, vous resterez debout. Croyez-moi, vous resterez debout. Donc, la suite, c'est que je sors et moi, j'étais tellement aimé, en fait, j'étais tellement apprécié à mon boulot par ma hiérarchie et par d'autres collègues qu'en fait, ils se sont tous donné le mot, ils m'ont tous aidé. J'étais en contact au téléphone avec un de mes chefs de formation qui s'occupait des sites, qui m'a vachement aidé, qui s'occupait de mon planning, qui s'occupait au niveau de la boîte pour maintenir mon CDI et tout ça. Donc mon contrat CDI était suspendu mais pas résilié. J'étais pas licencié. Il était suspendu. Donc ils m'ont dit, quand vous sortez, vous nous envoyez un courrier en recommandé pour nous donner votre dispo et on vous replanifie. Donc là, j'ai pris contact avec un délégué du personnel de ma boîte qui m'a vachement aidé, il était super génial. Il m'a aidé, il m'a dit t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Envoie ton courrier, donc j'ai envoyé un courrier recommandé. Et là, début février, la boîte m'a convoqué pour une visite médicale, une nouvelle visite médicale, pour voir mes conditions physiques. Donc là, ça a été validé. J'ai repris le boulot le 21 février. Mais il faut savoir qu'entre-temps, Aurélie m'a lâché. Aurélie m'a quitté au mois de novembre 2018. Donc dans une lettre, elle m'a écrit plusieurs lettres.
Parce que moi, je lui en ai écrit une autre, parce qu'en fait, je lâchais pas. Donc je dis, non, non, mais t'inquiète pas, ma chérie, ça va aller, t'inquiète pas, je vais sortir, tout va aller bien, ne t'inquiète pas, jusqu'ici, tu m'as aidé, ne fais pas ça, on sera ensemble quand je vais sortir et tout. Et Aurélie me disait, non, 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 je te quitte, je ne suis plus avec toi, je ne veux pas rester, moi, je t'ai aidé, j'ai fait de mon mieux. Voilà, moi, je veux plus je veux plus être avec toi. Moi, je comprenais pas à ce moment-là en conscience. Aujourd'hui, oui. En fait, ce que ça voulait dire, c'est que l'univers était en train de retirer Aurélie, parce qu'Aurélie avait terminé sa mission d'âme, sa relation karmique était terminée avec moi. Elle m'avait apporté ce qu'elle devait m'apporter, donc travailler sur la violence, travailler sur le verbal, la communication, les comportements, tout ça. J'avais pas mal travaillé avec elle, hein, toutes ces violences-là. Parce que j'avais été une partie violent avec Aurélie, hein, on s'est bagarré pas mal de temps, elle m'avait poussé dans mes retranchements. Du coup, moi, étant dans mon ego, bah, du coup, j'avais pas supporté, donc j'ai été violent avec elle, hein, physiquement. Et donc j'avais travaillé tout ça pour sortir tout ça. Et bah, là où ça a vraiment stoppé net, c'est quand j'étais en détention. Parce que là, j'ai pu vraiment en fait prendre un vrai recul pour me dire qu'est-ce que je veux vraiment quoi dans ma vie, pour ma vie. Donc à partir de là, bah, c'était génial en fait pour moi. Pour moi, c'est mon histoire, elle fait partie de moi. Euh, J'en suis pas, j'y poserai pas une fierté particulière, mais je suis plutôt fier de mon histoire et fier de mon expérimentation, de mon expérience, parce que j'ai vécu des choses avec des mecs là-bas qui étaient géniales, parce que on les critique à l'extérieur, mais dans l'ignorance, les gens ne les connaissent pas. Et moi, j'ai trouvé des mecs super géniaux qui ont commis des faits de braquage, qui ont commis voilà, ils étaient dans le trafic de drogue, dans les violences volontaires, mais dans des grosses violences. Et les mecs, en fait, on était potes, quoi. On rigolait ensemble, ils me donnaient des clopes, ils me dépannaient. Quand j'avais des problèmes et tout ça, ils me dépannaient, ils étaient là, ils étaient présents, les gars. Donc, quelque part, dans le pire, il y a toujours du bon. Et si vous voulez, en fait, dans le pire d'une personne, il y a toujours de l'amour. Parce que quelque part, quand vous regardez ces gars-là, moi, je les ai vus de près, c'est des mecs comme tout le monde, qui ont un parcours de vie qui est le leur. Et le mien, c'est le mien. Et en fait, derrière, vous avez des gens, des gars qui ont une solidarité incroyable, qui ont un amour pour l'autre incroyable, qui ont le sens du sacrifice incroyable. Et malheureusement, effectivement, ils se sacrifient trop, parfois trop, alors qu'ils devraient plus penser à eux. C'est ça qui les met parfois dans la merde. C'est ce qui m'a mis moi dans la merde. Mais ils ont le sens du sacrifice, quelque part. Ils ont cette loyauté envers l'autre, alors qu'ils devraient l'avoir pour eux, certes, effectivement. Mais ils ont ces valeurs-là, en fait, en eux. Et c'est ça que je veux vous dire aussi, par rapport à ma détention, c'est que dans ce milieu-là, on rencontre des gens lambda qui se retrouvent dans une situation qu'ils ont créée, certes, mais au fond d'eux, c'est des gars bien, en fait. C'est des gens bien. J'en ai connu plein. J'en ai connu des tas, en fait, pendant 3 mois. J'ai vraiment halluciné là où je me suis vu, quoi, là où je me suis retrouvé, quoi. Ça m'a permis en même temps aussi de développer mon intuition, mon discernement. Inconsciemment, hein, à ce moment-là, j'étais totalement en inconscience. Hein, je ne savais pas ce que j'étais en train de développer exactement. Hein. Sauf que j'étais vachement à l'écoute. Je les écoutais beaucoup. Je parlais avec eux, j'échangeais avec eux. Il y avait un respect mutuel ensemble, mais incroyable. Mais vraiment incroyable, un respect incroyable. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont jugés comme des gens irrespectueux, alors qu'en fait, quand on parle avec eux, qu'on les respecte tels qu'ils sont, il y a un respect, mais alors, croyez-moi qu'ils ont plus de respect que certaines personnes qui sont soi-disant libres dehors, à l'extérieur des murs d'une maison d'arrêt ou d'une prison. Croyez-moi, par expérience, ils ont beaucoup plus de respect que certaines personnes dehors. Et ça, c'est vraiment une certitude acquise parce que j'ai cette expérience-là. Donc voilà, je vous ai raconté cette histoire-là. Donc après ça,
Je me suis retrouvé donc du coup après, du coup sans appartement, après Aurélie. Aurélie avait mis toutes mes affaires en fait dans ma voiture. Sa sœur a emmené ma voiture en fait chez sa grand-mère à 1 heure et demie de Paris. En sortant, du coup, j'ai pas vu ma voiture à l'appartement. Aurélie ne savait pas que je sortais maintenant, elle n'avait pas été au courant parce que c'était pas son problème. Ça ne la regardait pas. C'est ce que lui a dit d'ailleurs, parce qu'elle a appelé mon agent d'approbation. Et en fait, l'agent d'approbation lui a dit, écoutez, ça ne vous concerne pas. Il est sorti, ça ne vous concerne absolument pas. Il a le droit de sortir et c'est une autorisation légale. Donc ça ne vous regarde pas vous. Il n'est pas allé, il est pas allé en détention vous concernant vous. Il est allé en détention par rapport à des faits que lui, il a commis. Pas sur vous, mais par rapport à d'autres personnes. Donc ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'avez pas été au courant. Il est totalement libre et il n'y a pas d'approbation à attendre de votre part. C'est ce qu'elle lui a dit en fait. Donc elle a pris un coup sur la tête quand même. Mais bon. Donc là, je récupère ma voiture et là, je me prends un hôtel. J'ai un peu d'argent sur mon compte bancaire. Je récupère ma carte bleue, enfin mes papiers, tout ça, je les récupère à la sortie. Et en fait, je me prends un hôtel et c'est là où j'envoie mon recommandé à ma boîte pour me replanifier. Donc là, je passe ma visite médicale, je récupère mon boulot le 21 février, je retourne à Nation. Et là, il se passe quelque chose. J'ai un déclic, en fait. Mais dès ma sortie, j'ai un déclic. Parce que moi, j'étais obstiné, j'étais omnibulé et focalisé sur mon boulot à la sortie. Je dis, putain, moi, je veux sortir, je veux bosser, je veux bosser. On avait essayé de me faire sortir avant pour pouvoir bosser et être en détention le soir et bosser la journée, mais ça a été refusé. Et Aurélie avait refusé que je sois à domicile avec un bracelet. Donc voilà, donc du coup, je suis resté pendant 3 mois. Et du coup, là, je reprends le boulot, et là, il y a un gros déclic. Mais il y a un énorme déclic. C'est comme si que là, à ce moment-là, j'étais prêt pour rencontrer Valérie. Donc là, je me renseigne pour une annexe de ma boîte dans le sud. Et on me dit non, il n'y en a pas. Donc là, je pense à une démission, je me renseigne, je leur demande. Et ils me disent, voilà, si vous démissionnez au mois de mai, vous ne ferez plus partie des effectifs au mois de juin. Donc je dis ok. 1er mai, je vais... non, pas le 1er mai, le 2 mai, je vais déposer ma démission à la boîte avec une angoisse pas possible dans le ventre. Où là, je me dis putain, mais... ok, j'ai prévenu mes collègues, ils me disent non, mais Fred, tu peux pas démissionner, t'es un des meilleurs éléments, tout le monde a besoin de toi ici, machin, tu fais du bon boulot. Et ça, c'est l'ombre, en fait. Même si je m'entendais super bien avec mes collègues, que c'était des super collègues, ça reste l'ombre qui veut vous maintenir, en fait, là où vous êtes. Alors qu'en fait, moi, je suis resté droit dans mes bottes, même inconsciemment. Je leur ai dit non, moi j'ai besoin de partir, c'est terminé, je suis décidé, je pars, j'ai besoin de partir, faire que de la musique, me trouver un logement là-bas, je me démerde, je sais pas ce qui va se passer, mais je me débrouillerai, mais je veux jouer. Je veux jouer que de la musique, ça suffit, Paris, je peux plus. Donc là, je pars, et je pars au mois de juin 2019, en coloc chez une personne, une copine, une amie de mon pote artiste que j'accompagnais à Béziers, une grande maison à côté de Béziers. Et là, je me sens super bien, je me sens comme libre en fait, parce que le procureur, il m'avait dit, après ça, vous n'avez plus rien, vous êtes libre. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé en fait. Depuis, j'ai jamais rien eu, pas de problème, pas de récidive, pas d'autres problèmes, rien. Au mois d'octobre 2019, donc ça, je vous l'ai raconté, je crois, dans un podcast. Là, je rencontre Valérie. Et donc au début, je vous ai dit en fait que je n'arrivais pas à lui dire en fait ce que j'avais vécu. Donc là, c'est pire. Ces 2 pires parts sombres, les plus sombres de mon existence, c'est les violences envers ma mère, envers quelques femmes qui m'ont accompagné dans ma vie, mais les pires, c'est ma mère, sans minimiser celles des autres femmes, parce que je les ai blessées, elles m'ont blessé, je leur ai fait du mal, elles m'ont fait du mal. Mais la deuxième pire, sombre, c'est la détention pendant 3 mois. Donc, aller annoncer ça, en fait, à Valérie, pour moi, à ce moment-là, quand je la rencontre, c'est compliqué. C'est super compliqué. Là, je suis dans la peur de... Alors, pas dans une peur consciente, en fait, mais je suis dans la peur de la perdre. Mais j'ai pas conscience, en fait, à ce moment-là, que je vais avoir peur... Enfin, j'ai peur de la perdre.
que la conséquence, c'est de la perdre. Mais je suis dans cet état-là où je me dis, putain, si je lui dis, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Donc en fait, je lui suggère, comme je vous ai dit au début, je lui suggère. Tu verras, je te raconterai un truc et tout. Tu vas dire, putain, mais un mec comme toi, mais non, c'est pas possible. Mais non, tu mérites pas ça, ta, ta, ta. Bon, effectivement, je méritais pas ça. Mais c'était, en fait, pour moi, c'était inconsciemment, en fait, j'étais dans la destruction de moi-même. J'étais dans l'auto-sabotage. J'étais dans je suis comme ça, je me sacrifie. Donc, en fait, j'ai suivi, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis parce que ça correspond, c'est du transgénérationnel, hein, c'est pour ça que ça peut vous parler. C'est que j'ai suivi le schéma de ma mère. Ma mère, pendant des années, m'a dit, de toute façon, tu vas faire de la prison, de toute façon, tu iras en prison, machin, t'es pas quelqu'un de bien, etc., pour d'autres trucs et tout. À l'époque, quand je la tapais, en fait, elle me disait ça. En fait, il se trouve que dans le transgénérationnel, ma mère a transféré sur moi ce qu'elle était elle, dans sa violence, dans ses comportements. Donc, à travers ce que je faisais moi sur elle, sur ma maman, elle s'est vue elle, en fait. Mais elle le subissait et par mon père et par moi. Alors, par mon père, c'était avant, parce qu'au moment où moi j'ai fait ça, mes parents n'étaient plus ensemble. Mais elle le subissait aussi par mon père. Donc, du coup, il y avait cette histoire d'homme, en fait, elle avait 2 hommes comme ça qui l'avaient frappé, tout ça. Mais c'est ce que sa mère a vécu. Et ma mère, il se trouve que pour des faits qu'elle a commis, de son côté, elle, quand elle était plus jeune, notamment, et ça je vous le dis, parce que ça aussi c'était un traumatisme pour moi, mais inconscient, parce qu'en fait, moi j'étais tellement petit qu'en fait, j'avais pas conscience de réellement ce qui s'était passé. Mais ma maman, en fait, a tué en fait mon petit frère, quand il avait 1 an. Moi, je suis le plus grand, en fait, des 2. J'avais 1 an de différence. En fait, moi, j'avais 2 ans, mon petit frère, elle avait 1 an. Donc, elle a tué mon petit frère, elle l'a mis au sol parce qu'elle était en conflit avec mon père. Donc, il est mort. Il faut savoir qu'un bébé de 1 an, sa frontanelle, elle n'est pas encore faite. Donc, en fait, son crâne, il se fissure très facilement. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ma mère a été interpellée. Elle a été en détention également. Hein. Donc, voilà, donc, le transgénérationnel, le pourquoi elle transfère ça sur moi, hein, comme elle a détruit sa vie que par rapport à ses parents, à ses propres parents, qui ont vécu aussi ça. Parce qu'il se trouve que ma grand-mère a aussi fait de la détention au même endroit. C'est-à-dire que là où j'étais moi, ma mère est née là-bas. Là où j'étais en détention, ma mère est née dedans. C'est-à-dire que sa mère à elle, ma grand-mère, elle était en détention à Fresnes, à l'époque. Ma mère est née à Fresnes, dans la maison d'arrêt, et moi, j'y suis allé. Donc, c'est vraiment du transgénérationnel, en fait. La mémoire s'est transférée sur moi. Moi, j'ai eu des comportements que mon père a eu, mais ma mère n'est pas allée au bout, donc mon père n'a pas été en détention. C'est moi qui suis allé à sa place. Donc, en fait, c'est vraiment du sacrifice. C'est-à-dire que, dans mes comportements, inconsciemment, je me suis sacrifié par rapport à mon père, finalement. Tout en ayant commis moi-même les faits. Donc, dans ma responsabilité personnelle. Mais par rapport au transgénérationnel, c'est-à-dire que ça a été transféré sur moi au lieu de mon père. Donc voilà ce que je voulais vous raconter. Et voilà, donc je vous réitère la question. Là, on est à 1h48, hein, je ne pensais pas que ça allait être aussi long. Mais pour moi, c'est une belle histoire, c'est mon parcours, c'est mon histoire, je voulais la partager avec vous. Je l'avais déjà partagée il y a 2 ans, mais je souhaitais évoquer le sujet. Parce que ça fait partie aussi des peurs de chacun. Hein. Par exemple, d'avoir peur de dire à quelqu'un que... c'est une connerie, hein, que je vous dis, hein, mais d'avoir peur... Il y a des gens en couple flamme jumelle, hein, par exemple, qui peuvent très bien avoir peur de leur dire qu'ils ont mangé du poulet pendant des années, parce que, par exemple, leur flamme jumelle, ils ont entendu qu'elle, elle détestait qu'on tue les animaux, qu'on tue le poulet, qu'on mange le poulet, tout ça. Donc l'autre en face, il va avoir peur, peut-être, de lui dire qu'il mange du poulet et qu'il adore ça. Vous voyez ? C'est une connerie, hein, que je vous dis. Hein. Ça peut être des trucs un peu plus graves que ça. Hein, ok ? Mais c'est juste pour vous montrer où peut amener la peur, en fait, dans ce genre de relation, dans laquelle, en fait, l'autre voit tout et ressent tout et capte tout. Même inconsciemment, vous ne pouvez pas lui mentir. Donc aujourd'hui, moi, si Valérie était devant moi, je lui raconterais ça comme je vous raconte ça, là, depuis 2 heures, quoi. Voilà. Donc... je réitère ma question et je vous laisserai méditer sur cette question-là, qui est très importante. Déjà, je vous dirai également, ayez confiance en vous,
Essayez au maximum de ne pas avoir peur de qui vous êtes et de qui vous avez été, parce que nous sommes le fruit de notre histoire, de nos parents, de notre transgénérationnel, et c'est à nous de nous défaire de nos chaînes et d'être qui on est et de revenir à notre nature profonde. Et c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me retrouve devant vous avec des consultants qui m'appellent, qui ont une entière confiance en moi, à qui je donne des messages en médiumnité, parce que grâce à mon histoire, grâce à mon parcours, ma médiumnité s'est déclenchée. Grâce à la venue dans ma vie de Valérie, ma médiumnité s'est amplifiée. Et toute mon histoire a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc soyez quelque part fiers de votre parcours, de votre histoire. Soyez fiers de ce que vous avez vécu quelque part. Même si vous avez vécu des faits graves que vous avez commis, c'est pas grave. Soyez fiers surtout en fait de la partie dans la là. Soyez fiers de vous en être sortis en fait. Voilà, que finalement, nous sommes des personnes pas bien et nous sommes des personnes bien. Nous sommes des personnes bonnes et pas bonnes. Ce sont des notions humaines, ce sont des mots qui ne nous définissent pas. Ce qui nous définit, ce sont nos valeurs et qui on est aujourd'hui. Voilà, c'est qui on est aujourd'hui et pas qui on était hier. Maintenant, le Fred d'hier, qui était en mode survie, m'a amené le Fred d'aujourd'hui, là, aujourd'hui, dans qui je suis. Grâce au transgénérationnel qui était en mode survie, nous a permis aujourd'hui d'être en vie et de vivre aujourd'hui notre vie. Retenez ça en fait surtout. Voilà, retenez ça, c'est important en tout cas pour moi, retenez-le si vous le souhaitez. Mais pour moi, je tenais à vous le dire parce que c'est important. Et surtout, je vous laisse avec cette question-là du sujet, à méditer. Êtes-vous vraiment, mais vraiment, j'insiste, êtes-vous vraiment prêt profondément à parler de la plus sombre part d'ombre en vous, à votre flamme jumelle? Et je vous laisserai là-dessus. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation, d'aller plus loin, que vous souhaitez que je vous aide ou que je vous apporte quelque chose, en tout cas sur votre parcours, n'hésitez pas. Je vous laisse toutes les coordonnées, tout le nécessaire dans la description en fait du podcast. Et j'aurai plaisir vraiment à participer à votre évolution. Et je vous souhaite force et courage. Et prenez soin de vous. À bientôt.